Tu imagines un entretien avec Lionel Messi, tu dis tu joues bien, mais avec ta tête, on s'en fiche qu'il marque des buts avec ta tête, avec 1m65. Donc un leader, merci d'insister sur les points bons pour qu'il devienne excellent et moins faire l'entretien de la médiocrité. Les gens délaient le recrutement. Normalement, je devais le recruter le 1er avril. Peut-être je vais attendre juin. Ça multiplié pour 400 000 entreprises, ça donne 2 mois de 400 000 embauches en moins. C'est un impact énorme sur l'économie. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le secteur RH d'une entreprise, c'est le cœur des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise par un PDG en France, et surtout en France, sans que le DRH a son mot. On est parti ? C'est parti. Super. Carlos, ravi de t'avoir aujourd'hui au podcast Dimension RH Pareil. de Finkaigo. On a été mis en contact via Christian qui nous fait... Quel plaisir de voir Carlos. Plaisir partagé. Christian qui nous fait l'honneur de co-animer ce podcast ensemble aujourd'hui. Ouais. Trop bien, ça va être génial. Donc Carlos, toi, tu es aujourd'hui président d'ADP en France, mais depuis 2016, donc depuis 10 ans. On formule autrement, tu pilotes la paye de 3 millions, enfin tu fais 3 millions de fiches de paye par mois. Et plus ou moins que ça, oui. Super. Avant, tu as eu une carrière d'auditeur, tu as fait aussi tout un passage chez Fagor, j'ai vu, et tu as dirigé toute une branche d'Avis pendant un peu plus de 15 ans, quasi 17 ans, tu nous disais. Oui. On va revenir un peu sur tout ça. Vous avez fait le devoir. Hein. Ouais, c'est important. Hein. On reste des professionnels, Carlos. On va revenir sur ton parcours parce qu'effectivement, ADP est relativement connu dans le panorama français et comprendre comment est-ce que tu as réussi à atterrir en tant que président depuis 10 ans de cette structure. On va aussi couvrir d'autres choses aujourd'hui, notamment l'innovation et l'excellence opérationnelle qui sont des choses qu'on a compris très dans le cœur et la culture d'ADP. Et autre chose de la culture d'ADP qui m'a marqué, en tout cas quand tu nous en as parlé, Carlos, c'était la partie de développement des talents et de leadership, tout ce que ça tire derrière. Très curieux d'aller tirer un peu ces ficelles-là ensemble. Et finalement, quelque chose qui, moi, va me passionner, ça va être de parler, une fois n'est pas coutume, mais d'IA, d'intelligence artificielle, le sujet toujours phare du moment, et de futur du travail, parce que tu es au contact de tout un tas de DRH, de grands groupes et de TI, et tu dois avoir des insights super intéressants et vraiment curieux de voir comment on va connecter les points sur des choses que toi tu vois, mais que nous on ne peut pas voir. Très et bien. encore, on traîne avec pas mal de monde, mais pas autant que toi, Carlos. Ah non, mais très bien, j'espère. Donc, ça va être très intéressant. Oui. C'est parti. Carlos, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Carlos. Carlos Fontelas de Carvalho, donc origine portugaise, mon nom me dénonce. Et je suis en France, ça va faire maintenant 18 ans. Oui. Et donc, le parcours, tu as bien fait tes devoirs. Donc, je démarre là-bas, au Portugal, de Lisbonne, avec université en école de commerce. Après, tout de suite, en sortant de l'école, parce que je viens d'une famille de l'armée de terre, et donc j'ai voulu entrer, et j'ai fait l'armée en ingénierie, et donc ça veut dire que j'étais même professeur des poids lourds. Et donc, j'ai pris tous les permis de conduire jusqu'à les grands camions. Mais j'étais professeur de moteur, donc de mécanique automobile. C'était un rêve de gosse, ça. Ah oui, complètement. Complètement. Et donc, c'était un moment d'allier le fait d'être à l'armée et en même temps de faire une passion que normalement, je pourrais faire parce que c'était juste après la fac. Donc, j'avais déjà, à ce moment-là, j'avais déjà 23 ans quand je rentre à l'armée. C'était le service militaire alors ? Oui. Et ça a duré combien de temps à l'époque, le service militaire au Portugal ? Entre 6 à 9 mois. C'était pas très long. Ouais, non. Moi, j'ai fait plutôt les 9. Et donc, parce que j'ai voulu faire cette partie spécialité, et donc j'ai eu même un peloton à ma charge. Donc, c'est passion, automobile, un petit peu de famille, mais en même temps, le premier, et on y reviendra peut-être, expérience en tant que leader. Ouais. Parce que comment, avec une expérience tellement forte, formatrice, d'avoir un peloton en face de toi, il y a des choses que je me rappelle encore. Et que pour faire une motivation, un esprit de groupe, fierté d'engagement, qui fait toute la différence pour avoir un groupe qui on est pareil. Le peloton, il avait une vingtaine. Et donc, je disais tout le temps,
mes équipes chez ADP le connaissent, cette phrase que je dis tout le temps. Être en face, c'est où on a la plus dégagée et la plus belle. Donc, on veut gagner. On veut être en face. Et donc avoir vraiment, maintenant, on dit même être en pole position, hein, n'est-ce pas? Et donc là, je commence par ça. Après, j'entre dans le monde de l'auditorie, dans une des Big Five. À ce moment-là, c'était les Big Five, parce qu'il avait encore Arthur Andersen. Et donc, je rentre comme auditeur chez KPMG. Toujours à Lisbonne. Toujours à Lisbonne. Mais avec des missions en Afrique, déjà. Oui. Parce que comme je sors de l'armée, je levais le bras tout de suite pour faire des missions en Afrique lusophone. Et donc, j'étais à Guinée-Bissau avec une grande mission aussi, qui était très formatrice aussi, très bien, et que j'ai adoré. Donc, de ça, je pars chez Fagor, un client de KPMG, pour prendre la ligne de développement de B2B à ce moment-là. C'était le boom de marché immobilier. Et donc, Qu'est-ce qu'ils font Fagor Donc, électroménager et cuisine encastrée. Et donc, c'était vraiment cette notion de vendre un appartement avec la cuisine clé en main. C'était un concept nouveau à ce moment-là. Donc, on parle de 1994-95. C'est le début de la cuisine équipée. Hein, voilà, cuisine équipée. Donc, les plaques vitrées céramiques, le frigo caché. Et donc, un carton. Et donc, j'ai adoré faire ça, de la formation, de trouver les différents franchisés qui avaient les magasins avec les différents types de cuisine. Une leçon aussi de leadership très forte. Fagor, c'est une coopérative. Le PDG de Fagor est élu par les employés tous les 4 ans. Et donc, incroyable. Donc, c'était une expérience assez incroyable. Et après, ça a commencé ma expérience qui a fait 2 fois avec un chasseur de tête. Donc, quelqu'un m'appelle, que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient, cette lead, pour travailler chez Avis. Donc, location de voitures. On parle du moment de la Expo universelle de 1998. Et il cherchait quelqu'un pour prendre les opérations de cet événement. Et donc, allier leadership, gestion d'équipe, gestion d'un PNL et être dans le monde automobile, j'ai levé le bras et dit quels sont les tests qu'il faut faire. Et donc, je suis parti en Italie pour faire une formation chez Avis. Et pourquoi? Parce que le plus important à ce moment-là, c'était connaître le modus operandi d'un grand événement. Il venait d'avoir le mondial de football quelques années. Et donc, j'étais à Rome, j'étais à Milan. Et j'arrive pour prendre l'opération. Donc, la Expo 98 démarre mi-mai. Je pense que c'était mi-mai, début juin, pour faire tout l'été jusqu'à septembre. Et donc, des chiffres impressionnants parce qu'on a triplé notre mouvement de voitures au Portugal à ce moment-là. On a eu même un moment, un record qui après, pendant des années, c'était un record pas battu. Maintenant, je pense que Lisbonne, depuis quelques années, est devenue tellement une destination à la mode qu'on a déjà dépassé ces chiffres. Mais à un moment, pendant cette Expo 98, que le nombre de voitures, on l'appelle, c'est un KPI One Rent, combien de voitures en même temps en location à Lisbonne, était le nombre plus élevé de toute Europe à ce moment-là. Donc, plus de 2500, 2600 voitures on rent que sur une location. Donc, c'était un vrai succès, l'Expo. J'ai dit qu'il y a une Lisbonne avant l'Expo et une Lisbonne après l'Expo. Donc, Lisbonne découvre les embouteillages cette année-là. Voilà, oui, à partir de ce moment-là, oui. Mais les gens ont profité pour connaître Portugal. Ils ont bougé, ils sont allés visiter le reste du Portugal. Oui, complètement. Et donc, une belle expérience parce que ça m'a fait découvrir des autres pays d'Europe. Je suis parti sur l'amélioration des process en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. J'ai commencé à lier une chose que je suis un petit peu, c'est le geek entre la technologie et le service. ADP, ça sent ADP, on va y revenir. On se prépare. Et donc, on démarre la première station en toute Europe avec un réseau Wi-Fi pour faire de check-in et check-out. Donc, on parle en 1998. Les seuls terminaux Wi-Fi dans un aéroport, c'était les terminaux de FedEx dans les coulisses d'un aéroport, parce que personne n'utilisait des réseaux Wi-Fi. Et donc, on voulait des réseaux Wi-Fi dans les parkings publics pour faire du check-in. Parce qu'avec, je me rappelle, des appareils symboles avec GPRS, technologie GPRS, donc là, ça va loin.
pour faire de lecture de code barre sur les plaques d'immatriculation pour faire un check-in et un check-out plus rapide. Et on a gagné un prix de tourisme parce que notre check-out fait chez Avis, elle était 3 fois plus rapide que toute la concurrence. Et donc, on cartonnait parce qu'il ne faisait pas de queue. Et donc, ça avait toujours la sensation qu'on ne louait pas autant que les autres. Ouais. C'est top parce que ça veut dire que quand on a une queue, si tu n'as pas de réservation, tu ne vas pas chercher le prix d'une voiture. Parce que s'il n'a pas de queue, tu dis, peut-être ils ont des voitures. Et on était toujours en open sale. Et ça, c'était la formule magique pour faire plus d'argent. Et ça m'attirait. Faire la gestion des équipes, faire bouger les lignes entre la technologie et le service. Et comme la technologie nous a aidés énormément. Et puis du coup, offrir aussi une expérience client. Complètement. Qui est intéressante aussi. Ouais. Parce que tu imagines, à ce moment-là, fin des années 90, la personne arrive au parking et dès qu'elle sort de sa voiture, comme on avait déjà zappé le code barre de sa voiture, on savait que c'était Christian. Et quand il ouvre la porte, c'est M. Verhaeghe. Oh là là. Hey, voilà. Est-ce que les personnes disent, mais il me connaît. Donc voilà, parce que ça apparaissait dans l'écran vert avec des lettres noires, donc comme les Nokia anciens, c'est un terminal symbole, mais qu'il pouvait accéder tout de suite en VPN sur les réseaux qu'il y avait dans l'aéroport, et c'était énorme. Donc voilà, technologie de ça m'a amené à faire des projets de coup du Portugal à des autres pays d'Europe. Donc je suis parti aux Pays-Bas pour faire une expérience. J'ai fait le mondial de 96 en Allemagne. Et là, c'était une énorme opération européenne pour ce type de technologie. On l'a fait, c'était standard en toute Europe, avec une nouvelle technologie aussi de reconnaissance de permis de conduire pour pouvoir imprimer une copie dans la langue du client, parce que quand un client français part en Turquie, il a acquis un contrat en turc. Et donc, on pouvait écrire selon le code du pays du permis de conduire, aussi un contrat en français pour qu'il comprenne finalement qu'est-ce qu'il était en train de signer. C'était une chose déjà aussi sur la transparence des contrats qu'aujourd'hui, ça paraît banal, mais à ce moment-là, ce n'était pas du tout banal. Et donc, ça m'a amené à être le plus jeune directeur des opérations en Europe pour Avis. Et ça me fait arriver en France. En prenant les opérations et tout ce qui est l'amélioration de process en France. Et donc là, on parle de 2000, je suis arrivé en France en 2009-2010. Tout d'abord, j'habitais à Bordeaux parce que ma famille était en Espagne. Entre-temps, c'était Portugal, Espagne, France. Et après à Paris, oui. Je commençais à vivre à Paris, rue Vaugirard, je me rappelle très bien. Donc voilà. Le 15e, ok. Voilà, oui. Et donc, pour arriver à ADP, très vite, c'était ma deuxième expérience d'un chasseur de tête. Il a eu un moment, donc j'ai 39 ans. Et il a un chasseur de tête à Paris, je ne peux pas le nommer, Goldzender, qui m'appelle et pour me dire qu'à nouveau, un lead. Et donc, je me rappelle d'aller avec ses bureaux qui sont à côté presque en face d'Hôtel Georges V. Il y a une des possibilités, disait, dans une grande entreprise qu'on a eu sur votre CV. Et est-ce que vous êtes intéressé? J'ai googlé. Qu'est-ce que ça veut dire ADP? Je ne savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ADP? C'est la question que j'allais te poser. Tu ne connaissais pas ADP? Non, pas du tout. Pour moi, ADP n'était ni même à l'aéroport de Paris. Parce que même pas. En France, même pas à l'aéroport de Paris. Donc ADP, j'ai googlé. Après, j'ai vu que ma paye était déjà ADP à ce moment-là. Tu regardais jamais ton bulletin, voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, comme je suis attaché on est attaché aux personnes, plus qu'aux process et plus qu'aux machines. C'était 2 entretiens et m'ont fait sortir de ce monde de grande passion d'Avis, presque 17 ans, en plusieurs pays d'Europe, parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà patron de la France et de la Belgique, des Pays-Bas et de Luxembourg. France et Benelux, c'était le plus grand périmètre d'Europe, avec déjà plus en costume rouge, on parlait déjà de plus de 2000 personnes, avec une flotte de 40 000 voitures, et dire pourquoi pas. Donc peut-être ma première crise de la quarantaine, et dire je vais faire autre chose. Et j'arrive chez ADP.
Parce que tu as changé complètement de secteur en passant de l'automobile. Ça démarre pour ANA, c'est rouge, mais c'est différent. C'était quoi le trigger ou le critère qui t'a fait dire tiens, le projet. J'y vais. Le projet. Je me rappelle d'avoir un entretien avec quelqu'un qui, à ce moment-là, c'était le patron de International. Donc, International chez ADP, c'est tout ce qui est hors États-Unis. Et qui me disait, basé en France, parce que le siège de toute l'International était et continue à être la France, est le business plus important de tous les pays, excepté les États-Unis. Donc, on est totalement autonome et on est en France depuis 50 ans. Et donc, cette personne-là, il était à Paris, et à un moment qui va toujours me marquer, parce qu'après 1h30 d'entretien, il me disait, si on n'arrive pas à vous recruter, il va y avoir un problème. Ça m'a marqué énormément. Il dit, merci. Et donc, c'était le projet. Le projet, à ce moment-là, c'était un virage. Je pense qu'on est en train de la vivre à nouveau. C'était un virage technologique assez fort qu'il fallait faire. C'était quoi à l'époque, le virage? C'était de passer de client-serveur au software as a service. Donc, très forte. Et Paris réussit maintenant, depuis 14 ans que je suis président depuis 10 ans. Beaucoup de technologies qu'on a fait, des développeurs en France qui sont des développeurs d'enfer. Ils me rendent ma vie facile parce que ce sont des équipes géniaux qui font un travail énorme de passer de besoins à ce que les clients cherchent vraiment. Et donc, ce projet de mettre ADP dans le step change du cloud, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai dit pourquoi pas. Mais je vous dis, je suis entré chez ADP, je connaissais personne. C'est là que j'allais rebondir. C'est que tu arrives chez ADP avec un bagage voiture, service client plutôt solide. Tu arrives chez ADP, donc éditeur de logiciels, payeur, c'est un monde que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu vois dès le début? Qu'est-ce qui t'étonne peut-être? Bon, déjà, ce qui m'a passionné, c'est j'ai voulu, avant d'accepter cette invitation, parler avec chaque membre de l'Excom. Je parlais avec le directeur financier, le directeur commercial, le directeur des opérations. Je voulais voir avec qui j'allais travailler. Et j'ai vu des personnes passionnées. J'ai vu des personnes que finalement, derrière une marque, on va dire, on est vraiment derrière le rideau. Si on n'entend pas parler d'ADP, ça veut dire que tout marche. Tout va bien. Tout va bien. Et c'est ça qu'on aime, entre guillemets, excepté être très connu de mon DRH. Mais j'ai vu des personnes attachées à son métier, des hommes et des femmes qui avaient un vrai plaisir à servir et être dans l'excellence de service. Finalement, c'est ce que je faisais chez Avis. Je veux dire, je crois encore, c'est ça qui me fait la distinction. Je vais faire un parallèle, peut-être un parallèle un petit peu bizarre. De toutes les marques que vous connaissez, on pouvait nommer 5 ou 6 de rent-a-car, ils font tous, entre guillemets, la même chose. C'est une voiture, que ça peut être par exemple une Renault Scénic. Tous la même Renault Scénic. Mais pourquoi ça vous fait choisir une autre? Ce n'est pas la voiture, c'est tout le reste. C'est le service, c'est la sécurité, c'est le confort, c'est l'amabilité. Ouais, c'est l'expérience que tu vis. ADP, ce n'est pas le calcul du bulletin de paye. Tout le monde calcule. Je pouvais nommer tous mes concurrents, les principaux 15 clients. Heureusement, et chers clients, chers citoyens en France, ils calculent bien leur bulletin de paye. Ce n'est pas ça qui fait la distinction. Parce qu'heureusement qu'ils calculent bien le bulletin de paye. C'est tout le reste. C'est la confiance, c'est la compliance, c'est être proactif, c'est être à côté, c'est l'expertise. Et là, on est très bon. Et on veut être encore mieux. Et on veut être toujours et apprendre et être en amélioration continue. Et donc, peut-être c'est un parallèle un petit peu inattendu. Et ce projet, j'ai dit pourquoi pas. Si c'est pour améliorer la qualité de service, si c'est pour nous amener sur des nouvelles technologies, oui, je serais capable. Et j'ai tout de suite vu qu'avec les équipes présentes, et il y a beaucoup de monde que j'ai rencontré à ce moment-là et qu'aujourd'hui ont parti dans des autres aventures, dans le groupe, parce que j'aime beaucoup développer ce même niveau de talent. Et il avait des vraies pépites que je retrouvais chez ADP, donc pour répondre directement à ta question, et qu'ils avaient faim de développer, faim d'avoir la main sur le destin d'ADP en France. Et là, j'ai vu qu'il avait cette possibilité, avec cette autonomie de développeur, avec une législation qui est tellement contrainte sur certains types de choses et complexe, nous fait avoir une énorme autonomie sur notre façon de mener notre business.
Et donc, j'ai vu en ça des énormes avantages. Du coup, tu transposes, pour moi, tu transposes l'expérience client que tu avais dans l'automobile à l'expérience collaborateur qu'on vit beaucoup autour des SIRH, Collaborateurs et etc. clients. Et clients. Collaborateurs, oui, parce que c'est qu'avec des collaborateurs motivés et qui ont une grande, et c'est un terme que j'utilise aussi, que mes collaborateurs, mes collègues me connaissent beaucoup, que c'est cette fierté d'engagement. Oui. C'est qu'il y en a avec une grande fierté d'engagement qui est capable de te réveiller tous les matins et dire comment je vais faire cette différence. Et j'ai vu ça et on a développé ça davantage. On a un taux y compris de turnover qui est faible. Et le plus bas de tout le business international au monde de nos entreprises. Bravo. Et donc, ça veut dire que les gens sont contents. Les gens restent. Il a une expertise parce qu'on continue à être drivé par la performance. Et, il faut pas oublier parce qu'il faut être performant. Mais cette performance, elle est derrière une envie d'être performant. Encore une fois, à la proposition avec la vue dégagée. C'est là où on veut être. Ouais, je pense qu'on peut ouvrir après le chapitre autour de l'excellence opérationnelle. Parce que depuis le début, je t'écoute, Carlo, si tu parles de ce côté ingénieux de faire différemment pour avoir des résultats différents. Oui. Toujours sous le prisme de comment est-ce qu'on peut créer la meilleure expérience et anticiper des besoins qui ne sont pas encore là, avec des technologies qui sont émergentes et pas encore matures. On parlait du Wi-Fi tout à l'heure. Mais le Wi-Fi, il y a 30 ans quasiment, c'est pas le même Wi-Fi qu'aujourd'hui. Non. Voilà, nous sachons. Et bref, donc ouais, je pense qu'on peut ouvrir ce chapitre-là, Christian. Ouais. Du coup, donc tu arrives chez ADP, donc tu dis la technologie, les hommes, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un projet sur lequel tu t'investis quand même assez vite, qui est le contrôle de paye. C'est vrai. Et en fait, ça nous intéresse, ça intéresse à nos auditeurs, savoir mais d'où c'est venu, qu'est-ce qui t'a animé, comment c'est arrivé et comment tu as conduit un projet de cette nature-là. Bon, tout d'abord, et honneur fait, il vient après des réunions qu'on avait autour d'un déjeuner ou autour d'un petit déjeuner avec le grand patron d'R&D, là encore, qui s'appelle Dominique Rodier, et qui me disait, Carlos, je veux passer à l'action sur une idée que j'ai en tête depuis longtemps, qui est éliminer toutes les contrôles répétitifs en utilisant ce qu'on appelle à ce moment, et même on l'appelait une intelligence artificielle faible. Donc on parle à plus de 10 ans en ce moment. Ça veut dire quoi, intelligence artificielle faible ? Ça veut dire que tu utilises au-delà des algorithmes et des bases de données qui sont statiques, tu commences à utiliser des situations où la machine peut détecter selon certains des critères, choisir quelle la base de données ils vont aller. Et donc, c'est un début d'intelligence artificielle. C'est du if-then, mais d'une façon très itérative. Et donc, encore une fois, honneur soit fait, c'est moi, je suis que dit, allez, vas-y, faisons ce test. Parce qu'encore une fois, le rôle peut-être du directeur général, du président, c'est faire des paris, c'est dire allez go, c'est identifier les bonnes idées, c'est donner la force pour qu'elles soient transcrites. Donc cette idée, elle démarre par là. Et qu'est-ce qui t'a convaincu ? Oui. Il t'a parlé de ROI, de chiffres, ou juste c'était l'idée de Dominique, qui est le patron de la R&D, et il a sûrement une idée toutes les 10 minutes, tous les jours. Qu'ils ont beaucoup d'idées, hein, ils ont beaucoup d'idées. Et quelques-uns ont dit, on va attendre un petit peu, donc voilà. C'était le fait d'avoir passé du temps au départ, parce que je ne connaissais pas le métier. Oui. Et ça, une chose qui m'a frappé, tu disais quelque chose qui m'avait impressionné positivement, je ne t'ai pas encore dit les choses qui m'ont impressionné négativement. Ce qui m'a impressionné assez négativement, c'était la quantité de contrôle de cohérence, le fameux stabilité des feuilles qu'on faisait pour contrôler des états de paye. Donc, on imprimait beaucoup. Oui. On faisait des contrôles qu'il faut faire pour que la paye soit juste. On prenait des états de paye, quelquefois, donc on se positionne fin des années 90. Des états qui sortent sous l'écran, mais quelquefois on dit, on va prendre cette liste parce que j'ai pris mes notes sous la liste. Qu'est-ce que sont les notes sous la liste ? Ce sont des petits reminders, des changements de loi qui ne sont pas dans l'écran tout d'abord, dans les tables. Et donc, je voyais des tas de papiers qui se cherchaient, quelques-uns qu'on voyait par façon
utilisations qui étaient utilisées déjà assez souvent, des petites choses mises dans cette petite feuille plastique, je ne sais pas plus comment s'appelle le nom, avec des stabilos roses et jaunes. C'était le monde de colorer entre les contrôles mensuels, les contrôles de primes, les petits post-it avec des... Et je disais, ah bon, c'est comme ça. Et ça marchait. Et autre chose qui m'a énormément impressionné, et encore une fois, de l'expertise, mais en même temps un danger énorme, c'est que ces contrôles, ces façons de faire, elles étaient dans le tiroir d'une personne. D'où expert. Quand cet expert part en vacances, il fallait former, il fallait dire, c'est le dossier qui est... Et donc on disait, c'était tellement manuel, plus manuel que ce qu'on imagine. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026, et peut-être il y a quelques entreprises qui ont encore cette fameuse dossier que monsieur cherche et dit non, et ça, cette technologie, c'est très bien, mais j'aime bien faire mes notations et tout ça. Et donc, j'ai vu que déjà, il fallait arrêter d'imprimer tellement de papier, il fallait arrêter de stabiloter à droite et à gauche parce qu'autour de ça, c'était dans le monde de Lean que j'ai été formé dans le monde automobile entre comment arriver du point A au point B d'une façon plus efficace. Soit, par exemple, là, je vais faire le parallèle à nouveau. Nettoyage de voiture, entre la voiture faire le check-in à l'aéroport et être délivré dans la station à Bixio, dans le centre. Et donc, il fallait toujours trouver la meilleure route, la plus rapide. À ce moment-là, il n'y avait pas de Waze, hein, donc on est bien d'accord. Donc, on faisait nos routes même. Et donc là, sur la paye, c'est comment on arrive à faire en 3 jours des contrôles de paye le plus efficaces, sans moins d'erreurs. Et quand tout stabilote, quand tout imprime, ça suffit qu'il a une page qui n'est pas là. Finalement, on te dit, tu as tout contrôlé. Oui, tu as tout contrôlé de ce que tu as vu. Pas forcément de ce qui existe. Et bien sûr qu'il a des sortes d'erreurs. C'est là la partie manuelle qu'on dit à l'homme, les femmes, ils peuvent tout contrôler. Ils peuvent tout contrôler de ce qu'ils voient. Et c'est vrai, il peut être excellent, 100%, tout contrôler de ce qu'ils voient. Mais ils vont oublier, s'ils ne pompent pas toutes les feuilles, donc il a des choses, et de là viennent des erreurs. Et on a vu, et donc Munich me disait, mais on peut automatiser ce type de feuilles. Déjà, on a mis sur toute la France, et on était les premiers pays à le faire, la technologie de double écran. On nous disait, double écran, oui, il fallait avoir. Parce que déjà, comme il n'avait pas de multiscreen, parce qu'on n'avait pas encore Windows 11, on faisait double écran. Et déjà, faire des comparations sur l'écran, c'était un cran au-dessus. On a presque interdit d'imprimer. C'était très dur, ce changement. Oui, très, très dur. J'ai connu les premiers contrôles de paye. Tu imprimais M-1. Et puis le geste, c'était comme ça. Et on comparait les bulletins. Tu sais de quoi je parle. Exactement. Et donc, cette technologie... On était à quelle époque cette technologie, on parle qu'on continuait à avoir des papiers à droite et à gauche. Et nous, clients, surtout nos clients, parce qu'on calculait la paye, mais après, il y a beaucoup de contrôles déplacés chez les clients. Et donc là, on parle de 2015-2016. Donc, il ne fait pas... il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas si longtemps que ça. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, malheureusement, il y a des entreprises, on est en 2026. Oui. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'imprimantes dans les services paye. Là encore, de moins en moins, très peu. Et tant mieux. Mais bon, on va continuer. Et donc là, on a même labellisé cette technologie qu'on l'appelait assistant contrôle expert. Assistant contrôle expert depuis 10 ans. Là, quand on parle des assistants contrôle expert, et ça existe depuis 10 ans. Et donc, c'était quelque chose qui existe, qui va se mettre à côté du gestionnaire de paie sous un écran. Et dès la saisie, il commence à dire « Ah, tu n'as jamais saisi une chose comme ça. C'est une erreur ou c'est un nouveau événement ?» Le temps que ça sauve ça, il y a assistant contrôle expert, pour la petite blague aussi, on a refait aux équipes d'R&D, ACE, faire bien du premier coup, comme au tennis. Faire un ice. Et de fait, pourquoi en avoir fait une marque? Parce que ça pouvait être un outil sous-jacent de l'offre ADP. Parce que c'est le marketing qui est passé par là. On cherchait une différenciation de l'offre ADP. Parce que c'était tellement révolutionnaire, on a vu tout de suite. Ça ne pouvait pas être juste un module. On a vu que via assistant contrôle expert, la vie d'un gestionnaire de paie a vraiment changé. Il avait des contrôles de 5 jours à passer à 15 minutes. Il avait des contrôles qui se faisaient trimestriellement. Maintenant, on pouvait le faire toutes les semaines parce que le temps machine était beaucoup
supérieure, l'efficacité était supérieure à ce qu'on faisait avant. Et on ne pouvait pas utiliser tellement de temps machine sans avoir ACE. Et donc, du coup, ACE, c'est un petit exemple. Mais c'est un exemple pour moi clé de quelque chose qu'on a vécu, il fait maintenant plus de 10 ans, qui est devenu une norme, parce qu'on sait que nos confrères en France ont commencé à s'engager sur ça. Chose que je suis très fier aussi, c'est qu'un gestionnaire de paye, une fois travaillé avec ACE, ne peut plus s'en passer de ça. Et je me rappelle d'avoir des gestionnaires de paye qui travaillaient chez nous et qui après ont décidé de faire leur vie parce qu'on est du coup aussi une belle académie de gestionnaires de paye, la plus grande académie de gestionnaires de paye en France. Et qu'on forme beaucoup de personnes qu'après les entreprises disent « tu travailles chez ADP, donc tu viens être gestionnaire de paye chez moi ». Et quand on arrive, ils n'ont pas un système ADP, ils n'ont pas ACE. J'ai dit, mais je vais pas contrôler comme avant. Donc, il faut que vous ayez l'ACE. Donc, ça, c'est beau en même temps. Parce que, et du coup, on a gagné des clients. Du coup, ils ont gagné en efficacité. Et quand on parle d'efficacité, c'est le client qui gagne en efficacité. Et nous, en termes de rythme de production, il y a moins d'erreurs, surtout sur ça. Moins d'erreurs, plus d'expertise, plus d'excellence de service et plus de temps à la relation humaine. Est-ce que c'était quoi les taux d'erreur standards à l'époque et à combien ils ont été ramenés avec je sais, je ne suis pas capable de te le dire avec un numéro précis, mais ce que je suis capable de te dire, c'est que l'ordre de temps déjà passé sous le type de contrôle, c'est divisé par 3. Mais le taux d'erreur, je veux dire que c'est encore plus grand. C'est encore plus grand. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'un gestionnaire de paye n'était pas capable de contrôler. Et encore une fois, il contrôlait très bien. Il contrôle très bien aujourd'hui. Un contrôle de paye en soi-même, ce n'est pas si on s'enfuse. C'est le temps. C'est le temps, et être sûr que rien t'échappe. Et c'est ça surtout. C'est que tu as pris tous les dossiers. Parce qu'il a dit, j'ai tout contrôlé de ce qu'il a vu. En fait, la grosse différence d'ACE pour moi, c'est que j'ai eu la chance de le déployer déjà plusieurs fois, c'est que le contrôle de paye démarre dès le premier jour de paye. Parce que historiquement, il fallait faire la paye tout le mois. Quand la paye était terminée, tu passais au contrôle. Et il y a la DSN qui arrivait derrière, qui a encore tendu le planning. Et en fait, maintenant, le contrôle de paye commence dès le début du mois. Donc là, le contrôle de paye qui est obligé de clôturer la paye. Enfin, c'était dans les entreprises, c'était une punition. On clôturait la paye. Les RH ne pouvaient plus rien saisir pendant quelques jours. Et là, c'est vrai que d'un seul coup, l'outil révolutionne vraiment la manière de contrôler la paye. Technologie made in France. Parce qu'on l'a exporté après pour des autres pays. Ouais, on était case study pour... Parce que si on arrive à faire en France, c'est un des écosystèmes les plus compliqués au monde et du coup... Ah oui, complètement. Oui. On est les champions de ça. Mais en même temps, cette complexité fait de la France... Elle peut aussi être considérée complexité, mais aussi une grande transparence. Cette complexité vient du fait que tu peux lire ton état de citoyen contributeur de la France en lisant un bulletin de paye. Dans les autres pays, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Tu sais que il a des déductions qui vont sur une ligne qui s'appelle déduction fiscale ou déduction sécurité sociale. Ici, on sait. Et donc, dans cette quête de transparence, et je suis très dans le bonheur de dire ça, c'est aussi la complexité, quelquefois, vient avec. OK. Très bien. Alors, on a commencé à parler des hommes et des femmes d'ADP, on a parlé de technologie, là, on sent que l'innovation, c'est quelque chose de fort. Comment tu résumerais la culture d'ADP et qu'est-ce qui la rend spéciale? Alors, je complète tout de suite ma question parce que moi, je suis dans le SIRH depuis un certain nombre d'années et j'ai presque souvent les gens d'ADP, on les reconnaît vite. Et les anciens ADP, on en connaît plein. Et tu as parlé de belle école, mais en termes de culture... Déjà, je vais reprendre pour son dernier terme. Pourquoi on a même le terme ancien ADP et belle école? Parce qu'encore une fois, en étant une grande académie, on est la plus grande académie de paye en France, fait qu'aujourd'hui, une grande partie de nos chers confrères concurrents sont formés, ont démarré quelque part chez ADP. Et ça fait que l'écosystème RH, il y a beaucoup d'ADPiens, on a même ce terme-là, l'ADPien, et tu le connais, c'est un terme qui existe, donc voilà. C'est comme on parle de certains types d'objets qui ont pris le nom des marques que l'on fait, comme des pantalons Levi's, mes Levi's, mes jeans, mais voilà. Et donc, on est très content que les gens prennent la notion d'ADP comme très attachée au monde de la paye. Donc déjà,
le fait d'être une grande école, donc ça veut dire que si tu ne formes pas bien, tu n'es pas capable de donner cette excellence de service, tu n'es pas capable d'exporter ce même talent. Et après, parce que en prenant, et après on passe à des autres exemples technologiques, mais par exemple RCE, c'était un exemple très bottom-up, très venu des équipes opératives. Il part de qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer pour rendre ma vie facile dans le quotidien et comment la technologie peut m'aider. Et je pense que c'est quelque chose qu'ADP aussi fait tout le temps. C'est que la technologie, par la technologie, et on va parler de l'IA, je sais, c'est l'IA, mais il faut qu'elle sert à quelque chose. Il faut qu'elle nous rende notre vie facile, il faut qu'elle nous rende notre vie confortable, il faut qu'elle soit à notre service et pas à l'inverse. Et donc, ça veut dire que il a toujours j'ai beaucoup motivé les équipes pour le faire, et ils le savent aussi. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est tout fait aujourd'hui comme ça. Si tu pouvais changer une seule chose, qu'est-ce que tu changerais? Et si de temps en temps tu demandes ça, il y a toujours quelque chose qui peut changer. Et si tu as quelqu'un de l'R&D qui écoute ça, et s'il y a 3 ou 4 personnes qui disent la même chose, on dit à l'R&D, on va le tester, on va voir comment ça marche. Au moment qu'on parle, on a une semaine de transformation. Et on le fait souvent. On se met dans une salle et on fait un grand reset. On appelle des personnes qui ne sont pas du tout de ce métier, avec des personnes très expérimentées, avec des jeunes aussi, qui du coup ont un regard... je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est comme quand je suis arrivé et que je dis, mais pourquoi on se tapilote des feuilles comme ça? Et c'est dingue, donc on ne devait plus faire ça. Et que si tout impressionne ça en 2016, t'imagines aujourd'hui arriver à une entreprise et encore regarder ça. Et donc, il a toujours cette culture, et j'adore motiver mes équipes pour ça, pour se challenger tout le temps, pour voir cette petite seconde qu'on va gagner, cette petite moins d'état de paye, de contrôle qu'on doit faire. C'est comme le petit exemple, et quand on a parlé avant en off, que je suis un fan de l'automobile. Quand on regarde, c'est la chose plus belle de l'ingénierie et du travail comme équipe, c'est voir la partie du pit stop, de changement des pneus d'un Formule 1. C'est un vrai travail d'équipe. On parle des hommes et des femmes. On ne parle pas de la technologie. On s'oublie de la technologie. C'est des hommes et des femmes à travailler en même temps pour un seul objectif. Et j'ai eu l'opportunité, la chance, quand j'ai travaillé chez Avis, de connaître le chef chef d'équipe d'un pit stop de Red Bull. Il me racontait que c'était énormément émotionnel quand ils ont battu le record du monde à cette époque de changement de pneus. Bien sûr, ils étaient très contents. Il met les gens dans l'équipe. Et pourquoi il parle de ça? On parle d'ADP. Mais les gens dans une salle, ils venaient de battre le record du monde. Personne, jamais une équipe à 14 avait changé 4 pneus d'une voiture. Il le fait à ce moment-là, c'était avec du refill. En tellement peu de temps, je ne me rappelle plus, c'était 4 secondes ou 3,8, un truc comme ça. Et il regarde tout le monde et tout le monde est ému parce que c'est leur objectif de vie. Et il dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Et les premières 2 personnes qui ont parlé à dire, ont levé le bras et ont dit, je pouvais faire mieux. Ah oui. Et l'autre dit, oui, il a un truc que je n'ai pas fait comme je voulais. C'est tellement beau ça. Il venait de battre le record du monde. Et ça veut dire qu'on peut améliorer. Et dans les équipes d'AVD, je vous jure, on est dans une salle et c'est ça qui se passe. J'ai 7 feedback de clients, on a 7 contrôles. Il y a la nouvelle loi qui arrive, donc c'est peut-être la taille des pneus qui a changé. Donc là, dans l'ADP, c'est la nouvelle loi qui arrive et on ne peut plus faire le contrôle de la même façon. Et quelquefois, c'est une énorme opportunité. Tu viens de parler de la DSN. Avant, c'était la N4DS. Ouais. Avec la DSN, on a pu rechanger complètement le mode de contrôle de paie parce il a certains types de contrôles qui, même à niveau de l'État, existent, qu'on pouvait anticiper dans la phase de contrôle de paie qu'avec la N4DS, qui était une fois par an, qui était l'année suivante, et qui était en provision jusqu'au moment d'y arriver. Et donc, je mets beaucoup les équipes dans cette mode. Et j'ai toujours cette image. Dans le mode, la voiture arrive, il faut changer, il faut être plus vite que les autres parce que c'est avec ça qu'on gagne. Et chez ADP, si on fait ça plus vite avec moins d'erreurs, le client sera content. Il aura plus de temps pour eux, le client, pour avoir plus de décisions. Parce qu'un DRH aujourd'hui, ce qui était vu il fait quelques années,
comme la partie RH de secteur administratif. Les gens qui sont là derrière ce bureau et pour traiter. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le secteur RH d'une entreprise, c'est le cœur des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise pour un PDG en France, et surtout en France, sans que le DRH a son mot à dire. Parce que tu ne peux pas socialement, tu ne peux pas à un niveau de changement de loi, tu ne peux pas à un niveau de le recrutement et du talent. Et pour qu'il puisse être un bon monteur de décision, un bon backup d'analyse, il faut qu'il ait des informations en temps en heure et correctes. Et si on peut aider avec le DRH à toujours un temps d'avance pour avoir ce type d'action ou de décisions pour qu'il puisse être un bon acteur dans l'Excom, je suis très content. Alors, du coup, si je résumais en quelques mots, donc en fait, tu animes un processus d'amélioration continue. Tout le temps. Maintenant, je te challenge un peu. ADP est quand même leader, les solutions sont quand même top, les clients sont contents. Comment tu maintiens le dispositif? Comment tu fais en sorte que tes collaborateurs se disent pas « Allez, on va se reposer un peu parce que ça marche ». Parce que c'est d'eux que partent cette amélioration. C'est eux qui lèvent le bras et disent « Je pouvais faire mieux ». C'est pas une imposition. C'est déjà le client le demande tout le temps. Et on le demande quand on parle, beaucoup de monde parle de la recherche de la productivité. On dit du concept aussi du partage de cette productivité. Et pourquoi je parle du partage de cette productivité? Parce qu'il faut que cette productivité soit vraie pour le client et pour nous. Parce que c'est que pour nous, le client, au milieu de tout ça, il gagne quoi dans cette productivité? Donc, il faut que ce soit un process itératif. Et tu vas te souvenir aussi que j'appelle au client de venir donner son avis. Et je mets plusieurs clients qui utilisent le même système. Quelquefois, ils sont concurrents entre eux. Mais ils viennent dans une salle à dire j'utilise. Et donc, quelquefois, c'est les clients même qui nous donnent des idées pour faire développer ces mêmes outils. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, je dis que cette fatigue, non. Je dirais au contraire. Je pense que cette fierté d'engagement, elle part aussi de toujours dire écoute, j'ai arrivé chez eux et dire à ses enfants, à son mari, à sa femme, à dire vous savez pourquoi ça marche? C'est à cause de papa, c'est à cause de maman. Parce qu'on fait un bon boulot. Parce que sinon, oui, ce ne sera pas trop de monde qu'aujourd'hui, à l'école, il dit, quand je serai grand, je veux travailler à la paye. Non, il n'a pas trop de monde. Mais qu'il a beaucoup de monde qu'aujourd'hui est fier de faire partie des cadres et de faire des améliorations, j'en suis sûr. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, ADP, vous êtes 2000 personnes en France? En France, oui, autour de 2000 personnes. J'ai d'autres périmètres parce qu'au-delà de présider la France, j'ai aussi la Suisse, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. Okay. Donc, une grande partie de l'Europe centrale. Donc, au total, presque on double le nombre d'effectifs dont on parle. Mais le business principal, mon bureau, c'est à Nanterre. C'est que je passe la plupart de mon temps. Et je suis curieux, moi, Carlos, quand tu arrives en tant que président, c'est quoi les 3 premières décisions que tu prends? Tu parles de par an, par jour, par semaine? Non, quand tu es fraîchement nommé président d'ADP. L'amélioration continue. C'était pas une habitude. Donc, tu as ramené la culture du lean. Oui, complètement. Et là, je peux dire ça d'une façon très claire. Deuxièmement, une culture de qu'on est tous commerce. Tous commerce. Donc, ça veut dire que c'est pas que les personnes de commerce que vendent. Comment tu fais en sorte que ça soit incarné? Que quand on signe un contrat, tout le monde est content et tout le monde le fait. Tout le monde est à faim de gagner le prochain client. Tout le monde a volonté qu'il parle bien de nous pour gagner le prochain. Et donc, cette culture, elle est hyper importante dans un monde où la concurrence est de plus en plus forte, où on a un produit qu'au départ est un petit peu indifférencié. Encore une fois, on loue tous le même Renault Scénic. Donc, ça veut dire qu'on a tous le même calcul de bulletin de paye. Donc, je ne peux pas dire que cette bulletin de paye, vous savez, monsieur, donc nous, elle est beau. Au-delà d'être correcte, elle est beau. Non. Y compris avec la digitalisation, pour qui là depuis des années et des années nous était connu pour avoir un bulletin avec des nuages bleus, avec la digitalisation, y compris ça. Il continue à avoir, mais c'est différent. Donc, je dirais, on est tous commerce, la partie de lean,
Et le troisième, c'est que finalement, si on est des hommes et des femmes dans l'entreprise, comment on va faire pour avoir cette grande fierté d'engagement? Comment on fait vraiment pour être tellement fier de ce qu'on fait, même si on fait la paye. Oui. Ok. Top. Bon. On passe à la partie suivante. Eh ben, on était en plein là sur les hommes et les femmes, donc on va Allez, parler c'est un peu parti. du développement des talents. La Nicolas. transition est trop belle. C'est vrai que ce qui m'a marqué, Carlos, c'est tu nous as partagé que quand tu arrivais, quand tu es passé président, il y avait 11 personnes autour de toi. Ta garde, ton ex-com ou équivalent. Mettons son même 16, mais oui, c'était 11 à ce moment-là. Voilà, oui. 11 à ce moment-là. Parce qu'il a des autres périmètres Et aujourd'hui. tu, donc nous- voilà. tu nous as dit, 10 ans plus tard, une de mes plus grandes fiertés, c'est que parmi ces 11, il y en a 9 qui sont passés VP, donc vice-présidente, qui est un grade, un très beau grade. Oui. Et là, moi, ça m'a fait comprendre que c'est vrai que le sujet de la gestion, de faire grandir les talents, du leadership par extension, est super important. Enfin, en tout cas, que tu l'incarnes, enfin, en tout cas, ouais, tu fais vivre au quotidien. C'est quoi un bon leader pour toi aujourd'hui? Déjà, un bon leader, c'est un leader qui donne des résultats. C'est interpréter les aléas de notre environnement et qui réunit une équipe autour de lui, qui fait en sorte que cette équipe ensemble puisse donner des résultats assez forts et que donne des résultats. Parce que si on donne des résultats, on fête ces résultats. On est tous contents. On y va. On a envie de faire moins 0,2 secondes. Comment on arrive là? En identifiant qui fait quoi et qui est la personne qui est le bon moment pour faire pour prendre la bonne décision. Et c'est une itération. C'est quelque chose d'assez mouvant. Parce que, comme tu disais, ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, c'est comment on fait en sorte que les personnes qui sont autour de la table, tu peux identifier en quoi il est aujourd'hui bon, mais qu'il peut devenir excellent. S'il a quelque chose, c'est écrit, mais il a de plusieurs écoles, on va dire comme ça. Je vais te dire une chose que pour moi, ça me travaille beaucoup et j'ai utilisé déjà ça en des entretiens que je fais. Au lieu, il y a quelques leaders qui font ça, et je dis d'une façon très frontale, d'une façon erronée. C'est au lieu de faire un entretien annuel, 2 entretiens annuels, où tout le temps, avant d'entrer dans la salle, je vais dire comment il peut s'améliorer ce qu'il fait mal. Et déjà, la personne qui va entrer dans la salle, il dit qu'est-ce qu'il va me trouver cette année? Ça commence déjà mal, mais je pense qu'il a beaucoup quand il retrouve tout ça. Le leader aussi, il dit mais qu'est-ce qu'il a fait mal cette année? Que je vais le dire qu'il faut qu'il s'améliore encore. Et donc, je vais faire le professeur qui va dire tu fais bien ça, mais on ne va pas parler de ça. On va parler de ce que tu peux t'améliorer. Et donc, tu fais tout l'entretien, ou tu fais tout l'engagement dans déjà un départ assez inconfortable. Pourquoi ne pas penser à que tout d'abord, c'est en quoi il était excellent, où il a battu des records, où s'il fait cette petite différence, il peut passer de bon à très bon. Passe 80% de ton entretien, passe 80% de tes échanges à dire aux personnes, je t'ai vu faire ça, déjà bravo, j'ai jamais vu quelqu'un faire une chose comme ça, c'est vrai. Le valoriser, oui. Deuxièmement, s'il a quelque chose que je changerais, c'est ça, regarde et après on parle. Et là, il sort hyper boosté. Bien sûr, il dit, mais il a des choses qu'il fait mal. Oui. Mais sur les choses qu'il fait mal, peut-être il a quelqu'un qui est très bon à faire ce type de choses-là. Et au lieu de faire une personne qui fait 3 choses bien et qui fait 2 choses mal, il peut faire 3 hyper bien. Les 2 choses mal, en limite, si j'insiste beaucoup, il va passer de mal à médiocre ou plus ou moins, mais il va être jamais excellent sur ça. Et je ne suis pas en train d'axer sur ses forces. Là, un joueur de foot que j'aime pas trop parler, mais j'ai un bon exemple pour ça. Si on insistait tout le temps à Lionel Messi pour marquer des buts avec sa tête, mais aujourd'hui, il ne serait pas un des meilleurs joueurs au monde. Ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est d'autres nationalités.
Ah, On ne veut pas de voilà. polémique. Non, voilà, on ne veut pas de polémique, c'est très clair. mais si on insistait, tu imagines un entretien avec Lionel Messi où dit tu joues bien, mais avec ta tête, Ça va pas du tout. oui, ça va pas du tout. Donc il faut que tu t'améliores, tu vas passer tes prochains entraînements à sauter plus haut, quoi. Allez, parce que tu vas être bon, ça. Le reste, tu es déjà bon. Ouais. C'est pas ça qu'on allait motiver un joueur que on s'en fiche qu'il marque des buts avec sa tête, avec 1m65, il va jamais y arriver. C'est exactement ça que je veux dire avec des gens. Donc un leader, merci d'insister sur les points bons pour qu'il devienne excellent et moins faire l'entretien de la médiocrité. Et comment tu fais dans une culture de la compétition, enfin en tout cas du dépassement de soi, Oui. du coup qui peut amener beaucoup de compétition, pour l'avoir vécu dans le monde du conseil, qui est le monde d'où je viens, qui est un monde assez compétitif, de performance aussi, dans un certain sens, mais aussi beaucoup de très politique dans les hautes sphères, avec des combats de requins. Oui. C'est le mauvais côté de la compétition, avec des individualités qui prennent le dessus sur le collectif. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ça? Déjà, là, on va l'assumer. Le monde à l'extérieur, il est comme ça. Il a la concurrence, il a la régulation, il a tout ce qui peut se passer géopolitiquement. Tu penses que ce n'est pas des requins? On ne peut pas les oublier. Donc, le monde à l'extérieur, donc il faut que tu sois préparé à ça. Il faut que tu sois préparé à que la semaine prochaine, il y a quelque chose qui change. Il faut que tu t'adaptes. Et donc, être préparé à ça, c'est bien préparé à ça. Mais après, si je mélange la culture de leadership avec cette fierté d'engagement, ça veut dire qu'il a un travail d'équipe. Et encore une fois, on ne change pas des pneus tout seul. On change ensemble. Et on ne peut que gagner si on fait cette force ensemble. Et je pense que c'est un petit peu, et ça peut être dans une autre entreprise. Aujourd'hui, je suis appelé pour parler d'ADP. C'est le cas chez ADP. Chaque fois qu'il entre une nouvelle personne, elle est présentée à tout le monde. Il dit il faut l'aider. Et s'il a une personne, et c'est là quelque chose que j'aime faire, par exemple, c'est après 3-4 semaines, et c'est quelque chose que les gens savent aussi. Donc, encore une fois, je suis très à l'aise à dire ça. J'aime parler directement avec des personnes qui ont 4 semaines, 5 semaines d'expérience. Et je fais le break the ice parce que normalement, ça impressionne un petit peu. Ouais. Et après, quand je l'ai ouvert, la personne, je commence à dire qu'est-ce que t'as plu déjà. Et c'est d'une façon, 90% des personnes disent ici, l'accueil, je ne m'imaginais pas à ça. Okay. C'est tout le monde dit, est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Je suis tellement fier de ça. Donc, ça veut dire que cette culture de savoir qu'il faut qu'elle soit bon parce qu'il est bon aussi, on va gagner plus. Ça fait toute la différence. Mettons cette culture d'une façon positive, le reste va arriver par... Si on a tous cette culture de gagner, on a tous deux bras, 2 jambes, une belle tête. Et donc, ça veut dire que c'est nous et les concurrents. Et c'est la différence, c'est notre attitude positive. On y va et on y va à fond. Ouais, donc, ce que je retiens, c'est que... Et c'est ce que j'ai vu dans plusieurs structures, pour avoir accompagné tout un tas d'entreprises. Mais c'est que j'ai déjà vu des compétitions internes qui sont beaucoup plus fortes que vis-à-vis de la concurrence. Je me suis dit, mais attendez, les amis, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous tirez des balles dans le pied, vous êtes en mode village gaulois. Ah non, j'aime vous pas trompez ça. de combat. Ça. Il faut identifier tout de suite. Parce que finalement, on n'est pas en train d'aider l'entreprise. Ben non. On n'est pas en train de... Donc, il faut l'identifier. Ça, c'est aussi un rôle de leader. Identifier tout de suite ces types de friction, ces types de personnes qui disent « mais si ce n'est pas moi... » Donc, il faut bien sûr qu'il a des... Mais on a l'assumption qu'il a des personnes qui sont bons, qui sont très bons, on fait ça. Ou il a des équipes qui gagnent, il a des équipes qui font, mais en expliquant clairement quel est l'objectif, quelle est la vision. La vision, cette photo de futur où tout le monde veut arriver, où tout le monde veut être dans cette photo. Et comment on arrive tous ensemble en sachant chacun le rôle pour arriver à cette vision. Ouais, et donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai l'impression que tu arrives à faire en sorte que les personnes mettent leur ego de côté pour une cause qui est plus grande, qui est celle de l'entreprise. Quelquefois, j'ai besoin de cet ego. Mais le gros au bon endroit. Au bon endroit, et pour la bonne cause. Comme ça, oui, voilà. Cause. Parce que j'ai besoin de la créativité, j'ai besoin de la pêche, j'ai besoin d'esprit de contradictoire, quelquefois. Et donc, ce n'est pas du tout que les gens s'effacent, parce que sinon, les idées nouvelles ne sortent pas, la CE ne vient pas.
les nouveaux contrôles ne sortent pas. Donc, la façon de faire les choses ne sort pas. Mais avec un objectif. C'est à quoi ça va servir à toi et l'entreprise ce que tu es en train de faire. Il faut que tu répondes à cette question. Ok. Et que tu te positionnes, parce que quelquefois, ça arrive, hein, bien sûr, on va se dire les choses. Il y a des personnes qui disent, je ne me vois pas ici. Donc, ton qu'à faire, t'aider à trouver ta vocation. Mais que ce soit pas toi. Si on a cet esprit d'une façon assez globale, déjà, les personnes qui ne s'identifient pas vont devoir demander de l'aide, vont être identifiées très vite comme des personnes que c'est nous qu'on va dire qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça veut dire qu'on est, si on est de plus en plus avec cette culture d'inclusion, c'est à la fin le choix de la personne fait partie de cette dynamique de vouloir travailler dans ce monde. Parce que oui, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent se dire je ne veux pas ça pour moi. Mais là, il faut s'en occuper aussi. Il ne faut pas oublier ces cas-là, parce que sinon, ça peut être ni bon pour la personne, ce n'est bon pour personne. Là, tu parles de courage managérial, entre les lignes. Oui. Parce que je ne peux même imaginer qu'il y a une personne qui peut vivre pendant 5, 6 ans, 7 ans à ne pas faire ce qu'il a envie de faire, ou à ne pas performer, et à savoir qu'il est toujours au-dessus de 70%, 60% de sa capacité. C'est juste pas normal. Encore une fois, quels sont ses points forts? Au lieu de dire, tu fais tout le temps mal ça, tu fais tout le temps mal ça. Donc, c'est une équation assez complexe. C'est pas binaire. Ouais, c'est toute la beauté de l'humain. Oui. Et alors, justement, quels sont les 3-5 réflexes ou pratiques que toi, tu mets en place pour permettre aux individus de se révéler? Une culture, et là, c'est pas que moi, c'est une culture de toute la direction, parce qu'on ne va pas personnaliser déjà les choses. C'est une culture d'écoute. Tout le monde est libre de s'exprimer et de donner son avis et d'être en désaccord, déjà. D'avoir son point de vue et des critiques par rapport à ce qui se passe. Après, encore une fois, j'aime dire ça aussi, c'est qu'il y a des moments que un leader ou une équipe de leadership, il faut qu'il identifie. Une fois que les objectifs, ça commence d'une façon très claire, quels sont les objectifs? J'ai parlé qu'un leader, il faut qu'il donne des résultats. Pour avoir des résultats, c'est des résultats par rapport à quoi? Par rapport à des objectifs. Parce que le résultat en soi-même, le mot résultat, c'est la partie finale d'une somme, d'une mission, de division, de multiplication. Donc, ça veut dire quel est cet corps, quel est cet objectif. Si on est clair sur l'objectif et quel est le résultat qu'on doit y arriver, ça veut dire qu'autour de ce que t'entoure, toi, des hommes et des femmes qui vont vouloir participer. Quel est ton rôle, encore une fois, dans cette même participation? Et si tu as cette culture autour de ça, tu dois dire les 3 ou 5 personnes objectifs que tu dois penser, donc l'écoute. Je dirais attaquer, j'utilise le mot agressif attaquer tout de suite les irritants et le bruit. C'est discuter les choses quand elles se passent. Pas éviter, et c'est incroyable parce qu'on dit ça dans le monde d'entreprise, mais dans le monde d'entreprise, dans notre vie perso aussi. Attaquer d'une façon très frontale, on dit frontale, pardon, en français. Mettre les pieds dans le plat. Oui. Et donc, on discute. Il y en a des forums dans l'entreprise pour le faire. Nos réunions à niveau, il y a des comités de décision et des comités d'opération assez disperses dans l'entreprise. Donc, la culture de feedback, une culture assez forte, de l'écoute, de discussion, de transparence par rapport aux résultats aussi. S'il y a quelque chose que j'aime faire et que notre direction le fait aussi d'une façon très claire, c'est qu'on partage d'une façon assez franche les résultats de l'entreprise tout le temps, tous les mois, après la clôture, avec les élus, avec les collaborateurs. On a un document qu'on appelle Connecting, pour que tout le monde sache ce qui est en train de se passer, quand on est bien, quand on n'est pas, c'est bien, on a perdu un client, on l'a gagné pourquoi, on l'a perdu pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire? Cette transparence me fait que quand je pars en région et je suis, comme très bientôt, j'étais à Lyon ou à Nantes, on puisse parler d'une façon très ouverte aux collaborateurs, aux lambda,
et le dire. Déjà, je sens ça et ça, c'est bon. Il me dit, Carlos, comment ça va? Et j'ai dit, bah, on pouvait être un petit peu mieux. Là, l'économie fait il a des clients que fait un délai un petit peu étale ces décisions de signature et donc ça nous fait mal parce qu'on a des équipes qui ont du coup au lieu de clôturer des deals en 3 mois, ils le font en 4 ou 5 mois et donc on a des équipes de mise en place qui étaient préparées à démarrer et qu'après il faut les occuper. Heureusement, on a, bien sûr, en anticipant à ça, par exemple, aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Je voulais démarrer beaucoup plus de business de ce que je suis en train de démarrer. Heureusement, comme j'ai des technologies aussi qu'il faut remplacer, moi, j'accélère à mort les migrations de technologies. Donc, quelle est l'opportunité? Je mets tout le monde, je mets tous les clients sous la technologie plus avancée. Donc, si je ne démarre pas, je migre. Et donc, il a toujours des opportunités pour faire les choses. Et donc, si tu es transparent, si tu écoutes, si tu fais les choses d'une façon forte, il n'a pas une recette magique. Mais il faut que tu aimes ce que tu fais déjà aussi. Et ça, c'est pas, sinon, ça va t'échapper. Tu contrôles, mais tu contrôles ce que tu vois. Et si tu commences à ne pas voir beaucoup de choses, tu contrôles plus rien. Ça fait plusieurs fois que tu répètes. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, Ouais. Et donc, cette notion, le petit plus, ça vient ce que nous différencie des machines, finalement, quand on va arriver à parler de l'IA. C'est que l'IA va jamais rigoler d'une anecdote. Elle sait compter, mais elle ne rigole pas avec cette anecdote. Et qui rigole sommes nous, les hommes et les femmes. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que la partie émotion, cette passion, le next plus ultra, on va le faire sur ça. Super, ok. Et tu nous évoquais aussi tout un sujet sur le mentorship. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire comment ça s'incarne? Je reviens sur l'exemple. Il disait qu'il avait 11 et après, il a 9 personnes qui sont parties à faire autre chose dans le groupe parce qu'ils sont vice-présidents beaucoup à niveau international sur des différentes, au commerce, à la finance, beaucoup dans les opérations. Dans la stratégie aussi. Donc aujourd'hui, on a même des leaders qui ont démarré en France et qui sont maintenant leaders mondiaux dans quelques domaines chez ADP. Mentorship, et c'est une chose que j'adore faire, qui est quelquefois les personnes... Quel est l'avantage, on va dire l'avantage et le privilège d'un leader? C'est avoir l'expérience et quelquefois la prise de recul pour pouvoir identifier même des qualités ou des potentiels sur des personnes que, comme on l'ont jamais vécu, ils ne se positionnent pas sur une opportunité, ils ne se positionnent pas sur une spécialité parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Et donc, pour les mauvaises raisons, du coup. Non, déjà pour manque d'expérience. Et le mentorship arrive pour faire les personnes poser les bonnes questions pour qu'on puisse aider à sentir quelle est sa voix, quelle est sa volonté, comment il peut se faire développer. Et par exemple, aujourd'hui, je mentor et je suis toujours en mentoring de 3-4 personnes. Pendant ce temps-là, il y a des personnes qui terminent le mentoring, il y a d'autres qui arrivent. Ce sont des échanges très ouverts. Est-ce que ça a une durée, le mentoring? D'un an, normalement. Okay. Ou des personnes disent comment ça se passe. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe pendant cette call, ça reste entre nous deux, pour lui, pour moi. Il a un patron, moi j'ai mes patrons, et quelquefois ils ne sont pas dans ta ligne hiérarchique? Non, jamais. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes de l'extérieur de la France, mais ça peut être dans la France s'ils sont assez éloignés de ma ligne directe. Et toi, tu as un mentor aussi? J'ai eu. Aujourd'hui, je dirais que directement comme ça, un mentor, je n'ai pas, mais j'ai des référents. J'ai des personnes qui m'inspirent énormément. Oui. Et comment ça se matérialise concrètement pour un de tes mentorés? Il te voit une fois par mois? Oui, donc il a un échange formel tous les mois, dans le possible. J'essaie qu'à chaque 3, il a quelque chose en live, qu'on puisse vraiment partager un moment, un petit déjeuner, un déjeuner. Tous les trimestres? Oui, tous les trimestres. Et on se parle des situations du quotidien. En quoi tu penses que tu pouvais avoir fait différemment? Tu regrettes quelque chose? Tu penses que tu n'as pas bien fait quelque chose là-bas?
Je suis là pour donner des idées, pour donner une perspective différente. Quelquefois, je pose que des questions. Je ne donne pas de réponse. Je pose que des questions. Voilà. Et avec ça, il arrive en mode à... coaching un peu. Voilà, oui. Mm. Mais mentoring, c'est un petit peu différent. Tout le laisse. Mais c'est tout questionne seulement certains types de choses. Et j'adore faire ça. Oui, j'adore faire ça. Et Je c'est pense. quoi un bon mentoré? Enfin, je vais reformuler, mais quelqu'un que tu as pu accompagner, tu t'es dit, je suis fier de l'avoir accompagné parce qu'il allait, en fait, il s'est vraiment révélé, il allait tellement loin. C'est la personne qui s'ouvre. Ouais. C'est la personne qui a pas peur. C'est la personne qui dit, là, j'ai fait une bêtise. Là, je suis perdu. Qui assume alors. Oui. Parce que les personnes qui osent. Oui, et ça, c'est dire que je sais pas comment répondre. Quelquefois, c'est oser. C'est oser dire qu'il n'a pas la capacité ou que dans sa tête, il dit... et après, tu lui réponds en posant 2 ou 3 questions. Et après, quelquefois... Ouais. Mais déjà, on a tellement à gagner. Quand on dit, même à nous patrons, en le regardant dans les yeux, j'ai fait ça. Mon objectif, c'est faire ça. Mais là, j'ai besoin d'orientation. Là, j'ai quelques questions. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Et déjà, si c'est un bon leader, c'est lui qui doit dire en quoi je peux t'aider. C'est à ça qu'il sert. En quoi je peux t'aider? En quoi tu penses que ma position, ma prise, en quoi tu penses ma position peut t'aider à être mieux de ce que tu fais? Et donc, un bon mentoré, c'est déjà une personne qui s'ouvre, qui a pas peur d'être dans une fragilité, d'ouvrir son âme. Parce que je me demandais, qu'est-ce que toi, tu as y gagné en tant que mentor de mentoré? Énormément. Connaître les personnes. Moi, une chose que j'adore, c'est les voir grandir. C'est les voir prendre des positions assez fortes. Et quelquefois, je pouvais les nommer 2 ou 3 qui disaient, il avait des personnes qui se disaient, je ne me vois pas du tout à faire ça. Et aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Donc déjà, pour moi, ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est ta fibre paternaliste qui parle. C'est pas paternaliste, même si je suis papa de très fier de 3 hommes. Mais oui. Ce que je veux dire, c'est un peu ce regard-là quand même, quoi. Enfin, tu vois grandir tes enfants, tu les vois réussir. Ah oui, mais finalement, un mentoré qui réussit à se moi, surpasser. je sais à qui j'ai demandé de l'aide, à qui j'ai posé des questions, qui était mon référent et qui m'ont fait une énorme différence. Aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que j'ai eu des référents qui m'ont posé les bonnes questions au bon moment. Oui. Comment tu avais réussi à les convaincre à l'époque, ces référents, pour qu'ils acceptent de prendre la ressource la plus précieuse qu'ils ont, à savoir leur temps? Le temps, oui. Il faut identifier les personnes qui aiment faire ça aussi. Je fais pas mentor de quelqu'un si j'ai pas le temps. Je suis pas mentor par décret. Donc c'est pas à partir du 1er mars, ça va être cette personne-là. Ça fait pas de sens. Pourquoi moi? Pourquoi en mars? Il faut que ce soit quelque chose qui vient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelquefois je refuse pour manque de temps. Parce que de mon point de vue, tu as toutes les raisons du monde pour surtout pas le faire. Non, mais il a un grand plaisir à faire grandir les personnes. On le ressent, oui. Oui. Et après, c'est encore... c'est une belle réussite humaine quand on fait pousser les personnes le mieux que d'eux-mêmes. Donc, encore une fois, les grands agents de sport, ils ne sont pas faits tout seuls. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de direction à donner parce que je crois beaucoup au poids d'expérience pour faire avancer les choses. Oui. Et c'est quoi le bon moment qui te fait dire, là, c'est la fin d'un cycle, je t'ai amené ce que je devais t'amener, je vais te laisser maintenant voguer sur le prochain chapitre? Ça vient normalement dans une conversation. Quelquefois, c'est la personne qui a envie c'est mon tour de te montrer. Et quelquefois, je dis, mais tu n'as rien à me montrer. Mais c'est à mon tour de montrer, je veux que tu sois fier de moi. Et quand on commence avec des situations comme ça, c'est un petit peu du genre... Laisse-moi partir, laisse-moi faire. Je suis très content, donc voilà. Mais ça vient naturellement. Encore une fois, ni le point de départ, ni le point de la fin, c'est bien écrit dans un document. Et avec tout ce que tu as fait là, en tant que toutes les personnes que tu as accompagnées, 10 ans en tant que président d'ADP,
Ça veut dire quoi être un bon leader aujourd'hui? Que dans des résultats. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de résultats, Carlos. Ah là, je te retrouve, ok. Mais qu'est-ce que... Dans le monde que court en ce moment, Ouais. c'est la personne que c'est vraiment faire, que c'est vraiment identifier ce qui est de la musique, du bruit. Difficile d'expliquer un petit peu mieux que c'est distinguer la beauté d'un cadre de ce qui est vraiment de rabisque, que sert à rien. C'est trouver une perspective. Et donc, un bon leader, c'est parce qu'il faut aussi être ouvert et transparent sur une chose. Les machines sont en train d'évoluer énormément sur le grand avancement de l'intelligence artificielle. Mais donc, il faut, encore une fois, dans les points forts et points faibles, il ne faut pas lutter contre la machine pour que la machine va faire des contrôles plus vite que nous, de plus en plus, va faire beaucoup moins d'erreurs que nous, va faire plus vite et peut-être en quelques tâches, c'est pas mieux, c'est beaucoup mieux parce que le résultat est plus bon. Alors, on revient à ce que tu disais, Ouais. être conscient de ses forces et ses faiblesses et jouer sur ses forces. Et quelles sont les forces de l'humain? Voilà, c'est distinguer la musique du bruit. Et c'est vraiment être capacité. Très, très récemment, on me posait cette question, mais d'une façon très factuelle. Et si, mais pourquoi tu as besoin de moi si j'ai déjà 30 ans d'expérience? J'ai souri, mais ma réponse est dans ta question. C'est que tu sais faire gestion d'escalade, tu sais faire de la gestion de la normale, tu sais déboguer, tu sais distinguer de la musique du bruit. Oui, je ne vais pas te chercher pour faire beaucoup plus de contrôle, pour faire de la production, pour faire... Non, tu sais me faire des choses sans te dire quel est le cadre. Je ne te pose pas le cadre, je t'envoie. Et au milieu de tout, tu es capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut coordonner. Je ne t'ai rien dit. Et ça s'appelle l'expérience. Et donc, oui, j'ai besoin de toi. Quelquefois, j'ai besoin de toi, peut-être. Et toi as besoin de plus de temps pour toi. Tu te fatigues peut-être plus vite et tu t'ennuies surtout. Ce n'est pas fatigue. Mais quand je dis fatigue, c'est fatigue mentale, ce n'est pas physique. Ouais. Et attends, c'est juste, j'envoie une équipe de 5 ou 6 personnes, mais tu y vas. Et si tu y vas, je suis sûr que ça va bien se passer. Parce que tu vas avoir des réflexes et des choses, je ne vais rien te dire. Donc, cette expérience, ça fait une différence de dingue. Alors justement, qu'est-ce que tu as compris ou appris sur l'humain aujourd'hui par rapport à ce que tu savais il y a 10, 15 ou 20 ans? Quand on parle aussi de points forts et points faibles, entoure-toi, on peut dire comme ça, entoure-toi des gens qui vaut la peine. Perds pas de temps et concentre-toi sur ce que veut vraiment la peine. Et avec ça, encore une fois, essaie pas de t'améliorer ou d'être super sur des relations soit commerciales, soit professionnelles, soit ce qu'il faut, que finalement, elle peut passer de nul à médiocre. Et essaie de te faire une grande force pour qui sont bonnes pour devenir excellente. Et tu vas avoir un bonheur de dingue. Ouais, joue sur ta zone de génie, quoi. Oui. Ok. Et si tu devais donner 2-3 conseils à un ou une DRH qui souhaite mettre en place ce type de culture de façon un peu plus intentionnelle, parce que ça a l'air quand même, enfin c'est bien vendu la culture ADP jusqu'à présent. Tu vois, qu'est-ce que tu préconiserais de faire pour commencer ou amorcer la pompe? Déjà, il faut qu'il soit soutenu par la direction. Il faut qu'il s'entoure, il faut qu'elle arrive à... Il faut qu'il ait une équipe qui sont de la valeur en faisant ça. Et donc, déjà, le soutien est très fort parce qu'elle ne peut pas arriver et dire on va faire ça par décret. Ça ne marche pas. Donc, il faut qu'il ait un bon moment, il a un bon écosystème pour que ça se fasse. Il a tout l'avantage de faire ça.
Et donc, après, avoir une belle équipe aussi, parce qu'elle ne va pouvoir pas le faire tout seul. Et commencer à être à l'écoute des gens. Et encore une fois, positionner les bonnes personnes sur les bons endroits. Rendre les gens heureux au travail. C'est pas faire plaisir. Je fais une grande distinction. Je suis heureux, mais je fais plaisir. Je suis là pas pour faire plaisir à personne. Je dis, comment tu me rends heureux? C'est identifier ce qu'elle aime faire, si elle est contente avec ce qu'elle fait. Qu'est-ce que peut faire le match entre ce que fait l'entreprise et ce qu'elle fait? Pourquoi il est là? Déjà, quelquefois, et tu le sais, je pose la question, mais pourquoi tu es là? Donc, explique-moi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en ce moment, être là en face de moi. Quelle est ta motivation? Le sens, pour toi, c'est important. Oui. Parce que c'est très important ça. On donne du sens à personne. Le sens, c'est toi à le trouver. C'est ce que tu as fait ce midi en me posant la question. Ouais. C'est vrai. C'est le sens, tu peux jamais donner du sens à personne. Elle doit le sentir. Elle doit le sentir. Et après, c'est pour ça que je dis, il faut être bien positionné, pas bien positionné. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait augmenter cette humanité qui est nécessaire en ce moment. Plus que jamais, je dirais. À mon sens. Top. À mon sens. Non, mais ça fait une transition vers... Carrément une bonne transition. On avait dit qu'on parlerait d'IA. On n'allait pas lâcher Carlos sans parler d'IA. Donc, tu en parles souvent. Tu rencontres beaucoup de DRH. Je pense que c'est un sujet qui revient souvent. En février, si je ne me trompe pas, tu as présidé un Innovation Day d'ADP. De fait, pour toi, c'est quoi ta vision de l'impact de l'IA? Je prends un petit peu plus de temps parce que le mot qui m'a venu à la tête, c'est « it's a game changer ». Et donc, comme je disais, oui, là, on est à nouveau dans un moment, dans un grand tournant. Parce que l'IA, c'est comme si peut-être, pardon de dire ça, parce que, quand je dis pardon, parce que vous l'avez déjà entendu de beaucoup de personnes, il a eu vraiment l'arrivée des ordinateurs, l'arrivée de l'Internet, la tokenisation, webinisation de la façon comme on travaille, les apps, la digitalisation des choses. Et là, on passe sous le coup d'après, vraiment. Et donc, il faut le prendre. Il faut le regarder dans les yeux. Et il faut le prendre de bras ouverts. Déjà, je vais être très direct. Ça ne sert à rien de le faire autrement. Il va venir et avec une vitesse incroyable. Et ce n'est pas parce que je commence à penser et je commence à parler autrement et que je commence à nier qu'elle existe qu'il va arriver. Après, tu peux avoir, c'est le choix de ne pas participer à cette nouvelle aventure, de ne pas prendre le train. Mais que le train passe. Oui, tu subiras dans tous les cas. Après, tu sors, tu fais autre chose, mais il va venir. Il va venir. Ce n'est pas ton discours, ta façon de faire qui va faire en sorte que le train ne va pas venir. Donc, c'est déjà humble pour comprendre que quelque chose d'assez fort est en train d'arriver. Est en train d'arriver avec une vitesse inattendue, mais qu'aussi, c'est passé dans le passé. Là, ça fait partie de la théorie de l'exponentialité. C'est quand on est dedans qu'on pense qu'on est dans un énorme vortex, mais quand on prend un petit peu de recul, c'est la même chose qu'on en a vu arriver, encore une fois, la première fois qu'on a utilisé une feuille de calcul. De penser que j'ai fait toute ma université sans utiliser Excel. Aujourd'hui, je ne pouvais pas imaginer qu'un étudiant ne pouvait pas utiliser Excel, même dès le secondaire, pour faire des choses. Et donc, voilà, donc la vitesse des choses, elle est vraiment comme ça. Et donc, l'IA va arriver fortement, va nous donner... c'est une belle chose. Pour moi, je suis partie des optimistes. Et c'est une belle chose, pourquoi? Parce qu'elle va t'assister où tu as besoin d'assistance. Aujourd'hui, on est assisté depuis des temps à beaucoup de choses qu'on ne se rend même plus compte qu'on est assisté. On est assisté déjà parce que nos maisons, ils ont du chauffage. C'est une assistance, on ne pouvait pas vivre confortablement sans ça. On est assisté parce qu'on a des voitures, parce que je ne pouvais pas marcher et aller au plus de 20 km autour de moi par jour si je n'avais pas une voiture. Et donc, pardon de dire les choses comme ça, mais quelquefois, on va être beaucoup plus assisté sur des choses qui n'avaient pas une assistance avant.
très récemment, il y avait quelqu'un qui me disait « Oui, mais cette façon d'écrire, et ça se voit que c'est une IA, ça se voit que c'est une IA, ça dépend de qui écrit, parce que aujourd'hui, l'IA, c'est peut-être une démocratisation, une accessibilité à certains types d'outils qui avant, et quand je dis avant, je vais utiliser un exemple un petit peu bête. Dans le temps de notre président François Mitterrand, quand il avait envie de faire une belle lettre pour envoyer au président des États-Unis, pour dire qu'il n'était pas content de tout par rapport à une des choses qu'il a fait sur le libre commerce à ce moment-là, il dit « Je vais l'écrire une lettre ». Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à un assistant de passer ses idées sur une feuille de papier. Cet assistant travaillait en équipe pour faire cette belle lettre et à la fin sortait quelque chose qu'il lisait ou pas. Il disait « Oui, c'est ça que je voulais ». Il l'envoyait. C'était son ChatGPT. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être président de la République pour avoir ces 3 assistants pour faire exactement la même chose. Donc, ce n'est pas ça qui a changé. Tu es en train de dire qu'on est tous devenus présidents. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette belle façon de dire éloquente, qu'il savait écrire, ce n'était pas lui, hein. C'était ses idées, que c'est ça l'important. Oui. C'est comme aujourd'hui, ce n'est pas ChatGPT qui écrit ce que je fais. Les idées sont les miennes. Mais ce qu'on a vu, et on n'est pas habitué à ça, c'est cette démocratisation, cette accessibilité à faire des choses que quelqu'un avant, les plus aisés, ont eu tout le temps accès via, utilisant des assistants physiques, des personnes qui pouvaient les aider, des consultants, des secrétaires d'État ou pas d'État, voilà. Et donc aujourd'hui, on a cette démocratisation de ça. Et donc je vois tout le temps les choses d'une façon positive parce que quand quelqu'un voit un document, il dit oui, vraiment, là, ça se voit que c'est l'IA, ça se voit que c'est l'IA. Non, des idées. Quelles sont les idées derrière? La forme, parce que tout le monde veut avoir la forme. Je vais dire une chose très, très simple. Pour écrire, comme je suis d'origine portugaise, j'ai peur de faire des erreurs quelquefois de frappe et écrire une lettre. Bien sûr que là, en ce moment, c'est beaucoup plus facile, mais mon verbal dicter quelque chose parce que je sais que déjà, une chose, c'est je sais corriger certains types de choses, mais tout d'abord, et donc encore une fois, c'est pas la technologie qui fait des choses mirabolantes, ça nous donne accès. Donc déjà, je vois ça d'une façon positive parce qu'elle va nous assister davantage, pour nous libérer du temps. Après, c'est l'emploi de cette libération du temps que c'est important de parler. Parce que c'est dans l'entreprise libérer du temps pour passer plus de temps à la machine à café, oui, ça peut être intéressant ou pas, parce que peut-être c'est des créateurs et donc on veut qu'ils passent plus de temps à la machine à café. Si c'est plus de temps pour qu'aujourd'hui on travaille, et même des choses ont changé, hein, donc avant le Covid c'était 5 jours par semaine au bureau, après on a passé à 4 ou à 3+2, ou même quelques-uns à moins que ça. Peut-être l'IA, à un certain moment avec des agents, vont nous faire en sorte qu'on a même plus de temps pour nous-mêmes. Une chose, c'est 3+2, mais peut-être ça va être 2+1. Et les autres jours, on fait autre chose. On sait rien. Mais on peut vraiment libérer du temps pour que les humains passent à faire d'autres choses qu'aujourd'hui. L'éducation, elle va se révolutionner. Et donc, ça veut dire que peut-être tu auras plus besoin de passer du temps avec tes enfants. Tu dois ta propre façon de... Et peut-être l'éducation, je suis en train de rêver, hein, mais il y a des choses que je suis vraiment croyant de ça. C'est que peut-être, pourquoi les enfants ils passent tellement de temps à l'école? Parce que tu passes tout le temps à travailler. Ce n'est pas l'inverse. Si tu passes pas autant de temps à travailler, peut-être ils n'ont pas besoin de passer autant de temps à l'école et apprendre quand même. Imagine-toi, je rêve un petit peu, qu'un jour par semaine, c'est toi le professeur de tes enfants. Parce que tu as le temps de le faire. Ouais. Peut-être l'IA va pouvoir te proportionner ça comme qualité de vie pour les années à venir. Et donc, oui, je suis un optimiste. J'aime beaucoup ta vision optimiste. Pour autant, quand on avait préparé, tu parlais quand même d'un attentisme énorme. Oui. Et il y a une image que tu avais utilisée qu'on avait beaucoup aimée. C'est-à-dire tout le monde veut monter dans le train, personne ne veut être dans le premier wagon. Et du coup, c'est vrai. Pour toi, c'est de la peur. Et si c'est de la peur, tu as peur de quoi? Je vois. Les gens sont... c'est un petit peu le petit cartoon qui dit est-ce que tout le monde veut de l'IA? Oui. Pour quand? Maintenant. Pour faire quoi? On ne sait pas. je la vois exactement, celle-là.
Et c'est parce que personne ne veut monter dans cette wagon, mais être dans le premier, ça veut dire qu'il faut prendre le volant. Et c'est un petit peu comme personne ne le sait comment on le prend. Et je vois ça beaucoup dans les interactions. Il y a des entreprises qui ont pris un petit peu plus d'avance parce qu'ils avaient déjà des tests et des façons de faire dans l'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas l'IA, c'est la culture de l'entreprise, que c'était beaucoup dans le testing, dans la créativité, et ça se voit. Et il y a des autres que, je pense que même d'une façon intelligente, sont en train de voir, oui, c'est bien, c'est bon, mais va me servir à quoi? Il ne faut pas qu'il prenne trop de temps parce qu'il existe une chose aussi, que c'est nous confrères concurrence. Donc, si on est dans un métier, dans une industrie, que tout le monde l'apprend et que ça se voit que ça prend et que ça sert à quelque chose et c'est mon entreprise qui prend de retard, là, il a des mauvaises nouvelles. Mais je pense qu'aujourd'hui, à très court terme, il a ça. Il a des personnes qui n'ont pas encore s'est réveillées. Il a des personnes qui sont dans le déni. Et il a d'autres qui ont pris déjà davantage et commencent à tester. Si je peux faire ici un conseil encore, comme tu dis, un avis, c'est oui, exposition à la technologie, mettre nos collaborateurs à pouvoir tester, à pouvoir donner des idées, à pouvoir faire du bac à sable, à pouvoir faire des petits exemples déjà où il a des résultats probants. C'est la meilleure façon de prendre quelquefois 30, 35 idées, 40 idées, 50 idées, et après tu prends une ou deux. Peu importe, déjà ils aiment faire cette testing parce qu'ils sont acteurs de changement et pas subissent, parce qu'il a les autres équipes qui, quand la technologie va arriver, peut-être je ne sais pas l'utiliser, mais je vais te rien imposer. C'est qu'est-ce que tu veux faire de cette technologie, comment tu penses qu'elle peut t'aider. Et là, on est dans une démocratisation là aussi. Et je le vois chez ADP aussi. C'est pas que quelqu'un va nous imposer le 1er, donc là, le 1er avril, et c'est pas le jour de... C'est comme on dit en France, c'est les poissons. Ouais, c'est Poisson d'avril. Poisson d'avril. Mais quelqu'un, il va vendre des décret. À partir du 1er avril, tu n'utilises que cet outil pour faire ça et ça et ça. Ça ne va pas arriver comme ça. C'est en quoi ça va pouvoir t'aider et quels sont les outils qui sont à ta disposition que peut, pour ta fonction, t'aider à faire quelque chose. Parce qu'on a besoin de faire plus vite avec moins d'erreurs. Alors néanmoins, quand on parle des peurs autour de l'IA, on sait que beaucoup de gens s'inquiètent de l'évolution du marché du travail. Donc, du coup, chez ADP, le marché du travail, pour toi, c'est important. Dans une bonne vision, comment tu vois les impacts, déjà, l'évolution déjà, on voit des impacts. Donc, et les impacts sont clairs. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Je vois des impacts parce que les gens délaient le recrutement. C'est pas qu'on a besoin autant de monde, donc on voit des cas pratiques. C'est que cet attentéisme de à quoi ça va donner, il y a déjà une chose qu'aujourd'hui est en train de se passer. C'est que j'ai besoin de recruter 2 ou 3 personnes. Normalement, je devais les recruter le 1er avril. Peut-être je vais attendre juin. Ça multiplié pour 400 000 entreprises, ça donne 2 mois de 400 000 embauches en moins. 2 mois. C'est un impact énorme sur l'économie quand on commence à parler des grands chiffres. Donc, ça veut dire quelqu'un... 2 mois en plus au chômage, ou quelqu'un 2 mois en plus sont entrés dans le premier emploi, ou quelqu'un 2 mois en plus qui pouvait prendre sa retraite, il ne peut pas prendre sa retraite parce qu'il n'a pas la personne qui va le remplacer. Maintenant, il a aussi beaucoup de AI bashing, donc il a les épaules très larges, il a des entreprises que malheureusement, ça ne va pas financièrement, ça ne va pas commercialement, et que finalement, il faut qu'ils se réadaptent en termes de structure, et ils disent... Nous, on a besoin de moins 500 personnes parce que l'IA est venue. Ils ont besoin de 500 personnes tout d'abord parce que ça ne va pas. Après, donc voilà. Mais c'est beaucoup plus sexy peut-être de dire que c'est parce qu'on investit beaucoup sur l'IA qu'on n'a plus besoin des gens. Mais il a aussi des postes de travail que, oui, sont transformés. Finalement, il a des postes de travail qui vont être transformés. Il y a quelques-uns que l'assistance est tellement forte que peut-être ce qui était fait par 15 personnes va pouvoir fait avec 7 ou 8. Mais c'est qu'est-ce que vont faire c'est comment tu nourris la croissance de notre économie avec la libération de cette force de travail de 7 ou 8, c'est ça qui est important. Parce que si on pense tout le temps, ça vient de mon temps, qu'entre-temps, je n'ai pas parlé de ça, parce qu'avant la KPMG, depuis que je suis d'armée, j'étais professeur d'économie. Et combien de vies, Carlos? Et que j'adore cette partie. Et je vais y revenir. Je suis en train d'analyser mon CV, d'être analysé parce que je vais faire quelques sessions d'un master dans l'école de commerce.
et que j'adore. J'ai hâte de commencer à faire ça dans des grands plateaux avec beaucoup de monde. Il faut partir du principe que l'économie est en croissance, le monde est en croissance. Quelquefois, le Greenwich n'est pas ici. Donc ici, en France, en ce moment, on n'est pas en grande croissance. OK, mais ça va venir. On est un pays d'ingénieurs, on est un pays de la créativité, on est une population qui va commencer à grandir. À un moment donné, aujourd'hui, même la décision d'avoir des enfants, elle est étalée, ce n'est pas que de recrutement. Et donc, tout est lié, mais tout est lié, tout est lié. Et donc, ça veut dire que si on part du principe de la croissance, ça veut dire que de toute façon, ces personnes ont besoin d'être nourries, habiter, socialiser, avoir une occupation. Et donc, quand on dit que le travail de 15 va être fait par 8, les 7 vont nourrir la croissance de l'économie. Parce que le travail de 15 passe à être fait par 7, l'économie azise. Les autres 7, il faut qu'ils s'occupent à faire d'autres choses. Parce que l'économie est en croissance avec des nouveaux métiers, avec des nouvelles façons de faire. Création de plus de valeur, on a parlé de notre monde d'ADP quand on est arrivé à CE. On est arrivé à CE, il n'avait pas de VTC à Paris. Et donc, ces nouveaux métiers qui sont passés, on n'imaginait même pas qu'il avait un nouveau métier de chauffeur, un nouveau métier. L'économie, ça suffit qu'elle revienne en croissance, et elle va revenir en croissance. Tout le monde est nécessaire pour faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être pas, mais c'est même ennuyeux. Tant mieux qu'il a des nouvelles choses à faire. Donc oui, je suis optimiste. Du coup, en discutant, on savait que le sujet des générations dans l'entreprise, c'est un sujet qui te passionne aussi. Et du coup, l'impact de l'IA sur l'intergénérationnel, voire même t'emmener jusqu'à quel conseil tu donnerais à des gens plus seniors sur le marché qui voient arriver l'IA? Une vision très personnelle sur ça. Ouais. Bon, déjà, c'est la première fois dans la vie des entreprises, depuis des générations, qu'on vive en même temps 5 générations en boîte. Et c'était du jamais vu. Et ça, c'est une richesse énorme. Et donc, je donne pas des conseils aux seniors, je donne des conseils aux jeunes. Aux seniors, j'échange. Aux juniors, je dirais qu'il n'y a pas peur de penser que l'IA, on n'a plus besoin de métiers juniors. Non, ce n'est pas vrai. Les juniors doivent, à mon avis, de ne pas penser et décaler cette entrée du marché de travail infiniment, à penser que terminent l'école d'ingénieur ou l'école de commerce et qu'après vont faire un master et après un doctorat et après une mission et après ils sont en train de genre mais je vais faire quoi? Donc tout de suite, dès qu'ils peuvent, entrer dans le monde du travail. Parce que cette expérience va leur donner finalement sa voie de penser qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire. Et je dis ça, je l'utilise même avec les miens. Donc, il faut qu'ils soient exposés au monde du travail très vite parce que c'est ça qui va le faire donner cette petite différence que de toute façon, à l'école, ils ont jamais la capacité de dire. Ça va les donner que dans 5 ans, ils auront déjà 5 ans d'expérience. C'est déjà pas la même chose que ici, ils étalent les 5 ans d'entrée. Et ici, ils sont jeunes, ils ont la capacité. Et maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, ça veut dire qu'il a des choses qu'il peut faire en même temps. Oui, c'est vrai qu'il peut faire en même temps. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un master, mais tu ne travailles pas en même temps parce que tu t'occupes à faire des choses de fun. Ce n'est pas que le master t'occupe tout le temps. Donc, mais c'est une vision très personnelle sur certains types de choses. Il faut que pas de peur d'entrer dans le monde du travail. Entrez dans le monde du travail. Essayez comment on va se faire. Sur les plus seniors, je vais être encore peut-être choquant. Ayez pas peur de travailler un petit peu plus, d'années. Le monde qui est en train d'arriver, si vous changez aussi votre métier en termes de mentoring, de conseils sur les jeunes qui vont entrer, il n'y aura pas d'entreprise qui ne vont pas vouloir continuer à avoir sa façon de faire. Ce qu'on est, c'est le virage qui est en train de se passer, c'est un virage très fort. C'est un virage qu'il faut que l'État le prenne, que les personnes le prennent, socialement le prennent. Ce ne serait pas un grand bonheur s'il avait un moment qui, à partir d'un certain... C'est plus que l'âge, c'est un certain moment de notre carrière. On pourrait avoir plus de temps pour nous sans ça perdre. Parce que quelquefois, on veut prendre sa retraite tout de suite parce qu'on a peur de cesser dans 3-4 ans, je ne sais plus si je vais la prendre. Mais
quel gâchis de perdre certains types de connaissances en termes de travail, d'avoir une espèce de sans perdre ses qualités. Donc ça a amené à une autre discussion de des heures et des heures. Mais il faut que toute une économie qui commence à se penser qu'elle va de toute façon changer. On a des statistiques très claires. Par exemple, en France, la quantité de personnes en bonne santé avec 80 ans d'âge en France a doublé en 15 ans. Quel bonheur! Mais ça veut dire que cette même personne, peut-être elle s'ennuie en ce moment. Et donc, ça veut dire, mais en même temps, ils sont une dépense pour l'État, parce qu'ils sont en bonne santé, ça veut dire qu'ils vont encore être là pendant 10 ans. Et et donc, ça veut dire qu'il a tout un nouveau... J'ai dit ça, je mélange beaucoup de concepts ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Quel bonheur la santé nous a amené à 10 ans d'espoir de vie plus fort. Mais si on continue à avoir le même système, il a quelque chose ça n'a plus fonctionné. Qui n'a plus fonctionné. Donc, il a des choses... Mais ce sont des thèmes, ils sont des débats très difficiles à avoir parce qu'ils sont très sensibles. Il y a beaucoup de dogmas dans notre société. Il y a peur de parler de ce type de thèmes. Comme il n'y a pas peur de travailler un petit peu plus si le travail est fait d'une façon différente. J'ai plus la patience de faire certains types de choses. Donc, peut-être c'est le moment de changer à faire et qu'il y a un mécanisme d'aide à changer ce type de choses. Et qu'une partie, c'est l'État qui donne, l'autre partie, c'est l'entreprise qui donne. Et on pouvait travailler un petit peu plus, mais d'une façon différente. Pourquoi pas? Ok, très, très intéressant. Du coup, on va continuer à profiter de ta présence et des nombreux DRH que tu rencontres, notamment pour que tu nous dises, comment as-tu vu leur rôle évoluer ces dernières années? Il y a une chose qu'on a commencé déjà à aborder, encore une fois, cette vision de notion très administrative, très procédurielle de la direction des ressources humaines, elle a déjà changé. Je ne dirais pas qu'elle est en train de changer, parce que sinon on dit tout le temps qu'elle est en train de changer. Elle a déjà changé. Aujourd'hui, la direction des ressources humaines est au cœur d'un comité de direction. Et encore une fois, je répète, il n'y a aucune décision d'entreprise qui peut être prise sans la direction des ressources humaines intervenir. Après, il y a une chose, c'est quand on demande l'opinion à la direction des ressources humaines, est-ce qu'elle a bien le bagage pour pouvoir répondre et être à l'auteur de ce défi? Et elle va être à l'auteur quand il a l'information en temps et en heure, quand il peut s'appuyer sur des systèmes d'infos qui le tranquillisent. Elle peut être une vraie valeur ajoutée quand il a des données qui sont fiables et qui sont traitées d'une façon correcte, sécure et d'une façon assez... et qui donnent des vrais... decision taking, en termes de richesse, que ces données le parlent, que l'interprétation de données, elle est faite d'une façon très cohérente. Donc, je dis, c'est que la fonction RH est en train d'évoluer sur une façon où il faut qu'elle se base beaucoup plus dans la technologie qu'auparavant et surtout sur la façon comme on traite la donnée déjà de tout le monde qui existe dans l'entreprise, mais tout ce qui est l'écosystème autour de cette même entreprise, parce que si elle ne connaît pas l'écosystème, elle va perdre des talents, parce qu'elle va ne pas identifier quelles sont les potentielles personnes qui ne sont pas, par exemple, au bien payées ou avoir le bon package. Et ça veut dire, si elle n'est pas au courant de ce qui se fait à la concurrence, dans 2 ou 3 mois, il va tous les perdre. Il faut qu'elle ait l'information en temps et en heure pour qu'elle puisse accompagner même le collaborateur dans des moments où, avec des systèmes, j'aime beaucoup un autre système qu'on a chez nous, qui est un système on appelle de check-in et check-out régulière avec le manager, c'est que toutes les semaines, on a un système informatique qui dit quelles sont les choses que tu as passées cette semaine et qui ont beaucoup plu, et pendant cette semaine, c'est volontaire, les gens ne font pas, mais je l'utilise. Il y a beaucoup de personnes dans l'entreprise et ça marche très bien. C'est tous les jeudis, vendredis, tu arrives à un moment, il a appelé, elles viennent, ils te demandent qu'est-ce que tu as le plus aimé faire cette semaine et qu'est-ce que tu as fait vraiment chier. Presque, on va dire comme ça. Et les personnes écrivent, j'ai pas aimé ça. Et tu as besoin d'aide sur ça. Qu'est-ce que tu veux que ton manager sache de ça? Et en quoi il peut t'aider? Et cette interaction, si elle commence à se développer, même si c'est d'une façon électronique tout d'abord, ça va provoquer la discussion. Et donc, je pense que ça, c'est très important. Et si les directions de ressources humaines sont intéressées pour ce type de discussion en appuyant sur
technologie pour faire certains types de choses qui vont avoir finalement un potentiel de fierté d'engagement plus fort. Je pense qu'il faut vraiment aller dans cet axe. Du coup, ce que j'entends, les DRH que tu rencontres, ceux qui ont la chance d'avoir Carlos Carvalho qui vient les voir, vous ne parlez pas que de paye. Ceux que la chance et le privilège de les connaître moi-même, c'est l'inverse. Donc vos débats vont largement au-delà de la paye. Ah non, donc complètement. C'est vraiment l'évolution du monde du travail, l'organisation et de même nous, comment on peut les aider. Parce que même en étant, et on a parlé beaucoup de la paye, mais en ce moment, on a toute une gamme de services RH pour les aider à prendre plus de temps chez eux. Donc, on absorbe une charge de travail à niveau de services RH qui est un catalogue très fort et de plus en plus fort en utilisant les données qu'on a déjà pour le traitement de cette même paye. Donc, on peut les aider d'une façon très forte. Les DRH, en ce moment, nous demandent surtout cette notion d'anticipation, de tendance. Mes discussions avec les RH, ils veulent savoir les tendances en termes de métier, les tendances en termes de comment retenir les bons talents. Et là, on revient toujours au même thème. Mais ils sont beaucoup inquiets sur ça. Et quels sont les niveaux? Et là, c'est une chose qui est assez nouvelle. Et quand on parle de formation, on va les former à faire quoi? Les choses sont tellement vite en termes de changement. Et là, une chose que je dis tout le temps, c'est déjà le former à avoir le bon comportement. Et le comportement, c'est la curiosité, le vouloir participer. Et ça se fait comment? Ça se fait avec la transparence, la communication, en savoir s'il veut participer à ça, ou voir comment... Ça, c'est super intéressant. Et beaucoup de discussions autour de ça. Behavior at work. Et pardon d'utiliser quelquefois des termes en anglais, mais sont assez parlants. Oui, s'il y a un conseil que tu donnes le plus souvent à tes DRH que tu rencontres, lequel c'est? Utiliser plus de données qui sont disponibles chez vous pour prendre des bonnes décisions. De moins en moins, vous pouvez être surpris si vous prenez notre anglicisme, gut feeling, donc si vous prenez tout le temps. Ouais. Et quelquefois, vous savez quoi, l'expérience, c'est que 90% des fois, le ressenti se confirme. Mais allez le confirmer. Soyez un petit peu cartésien. Allez le confirmer. C'est le bon de mesurer, d'aller. Et donc, je dis tout le temps ça au DRH, encore une fois, en ayant des systèmes fiables d'infos qui le permettent d'avoir ce type de décision. Et en ce moment, je dirais que n'hésitez pas à investir sur la formation sur ceux qui veulent être formés. Insister sur les points forts des équipes qui veulent vraiment aller dans ce sens. Prenez beaucoup moins de temps seulement à les 5 mauvais scores et que bien sûr qu'il faut le savoir quelles sont les raisons de ces 5 mauvais scores, mais culture d'excellence. Investissez pas 100% de votre argent seulement pour qu'il y ait 5 irritants que vous faites. Mon entreprise n'a plus d'irritants. Il va toujours avoir. Hein. Oui. Mais je vais investir tout ça parce que là, ça touche l'ego quelquefois. Ça veut dire que je ne sais pas gérer, donc je vais mettre tout mon argent pour que les gens, les 5 irritants là, il faut que je les élimine. Vous savez quoi? Dans 15 ans, il a 5 irritants tout le temps. Par contre, si tu investis jamais sur les 5 tops qui sont là, et que tu le fais vraiment, d'investir une grande partie de ton argent à mettre tes bons, à être champion, l'entreprise, elle va booster à fond. Une vraie DRH tech, du coup, j'ai l'impression. Il faut un petit peu assister, pas tech. Augmenter. Ouais. Ok. Carlos, on va passer sur la dernière partie. Je vais te proposer 2 options. Tu vas en choisir une des 2. Allez. Et juste en une phrase, d'expliquer pourquoi celle-là plutôt que l'autre. Une phrase. Et tu auras droit à un joker, si tu veux. OK. C'est bon? On va voir si je sais jouer le jeu. Allez, c'est parti. Premier, recruter un junior prometteur ou un senior qui a tout vu? Un junior prometteur. OK. Automatiser un process ou former l'équipe à le faire mieux? Le deuxième, former l'équipe. À le faire mieux, ouais. Amélioration continue. Oui. Promouvoir en interne ou recruter à l'extérieur? Promouvoir en interne.
Mm. Tu as quand même été chassé par... Oui, c'est vrai. Mais tout d'abord, il faut épuiser cette partie-là. Les pépites sont dans l'entreprise. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Et chouette. on les voit pas suffisamment. Oui, Lisbonne ou Paris? les deux. Ah, Le Joker. c'est Là, le les Joker, avions. Ok, Je peux plus m'en passer de Paris. Et j'adore ma ville. Oui. c'est beau. Un ex-com qui reste 10 ans ou un ex-com qui se renouvelle tous les 3 ans? Un ex-com qui reste 10 ans. C'est une équipe rodée, c'est une équipe d'enfer. Et qui joue à haut niveau après. Oui, mon équipe me rend ma vie facile. C'est là, waouh. Mais qui est que se renouvelle quand même, que se renouvelle. Mais pas tous, pas tous. Pas tous tout le temps. Faut Pas tout tous casser. tout le temps. Faut pas tout casser, ok. Innover en local ou déployer ce qui marche à l'international? J'aime beaucoup le déployant local parce que ça donne encore une fois la force. J'ai 2 jokers. Officiellement, on a un. Ah, mais l'explication, c'est tout comme ça, c'est déployant local parce que c'est comme ça qu'on peut devenir excellent. Hmm. Et c'était le cas, il a l'opportunité, la richesse d'une entreprise qui est comme la nôtre, qui est internationale, mais qui est là depuis 50 ans en France et que ses développeurs sont, ils sont à Nanterre et à Grenoble. Donc voilà, donc le déploiement local a fait d'ADP ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ne pas oublier que bien sûr, la force d'un groupe, c'est de piocher ce qui est mieux et dire je veux ça pour moi. Et la moitié, c'est fait. Quel bonheur. Mais déployons local. Déployons local. Oui. Ok. Couper une offre qui perd de l'argent ou la transformer? Couper. Perds pas de temps Perds pas de temps. Donc, si elle ne te rend pas d'argent, tu la Toi, tu vires. coupes, ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien parce que tu vas au cœur des problèmes. Oui. Sans perdre trop de temps ni prendre trop de détours. Le Dakar ou un circuit? Dakar. Ok. Un produit parfait en retard ou un produit imparfait à l'heure? Waouh. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais je dirais je suis dans un métier qu'il faut qu'il soit parfait. Ok. Mais Un produit soit en parfait en retard. retard. Ok. Oui. Dire à quelqu'un qu'il est prêt ou attendre qu'il le demande? Pardon, tu peux répéter? Dire à quelqu'un qu'il est prêt ou attendre qu'il le demande? Non, il faut le dire. Il faut Ouais. le dire. Messieurs les DRH, quand il est bon, il faut le dire bravo. Ouais. Bravo. Convaincre par les chiffres ou convaincre par l'émotion? Pour l'émotion, tu convaincs personne. Tu convaincs par les chiffres parce que tu donnes des résultats. Et donc, tu prouves que c'est le bon choix. Le leader est là pour donner des résultats. Hmm. Hein? Par émotion, ça fait partie. Je pense que c'est un moyen pour arriver aux chiffres. Je pense que les résultats, on va l'inscrire. Et pour trancher ce Lisbonne ou Paris, pastéis de nata ou le flan? Ah, pastéis de nata. Ah, Non, c'est quoi Lisbonne, ça? on le savait. Carlos, on le savait. Ok. Un peu tiède avec un café très corsé. Ah oui, c'est ça. Corsé. Voilà. On a un rituel aussi où le précédent invité te laisse une question. Oui. Et la question qui a été laissée pour toi, comment réinventer l'operating model des sociétés dans le cadre des transformations IA? J'ai commencé à répondre à ça quand c'est une très belle question, comme disent mes collègues internationaux. Mais c'est vraiment déjà avoir la notion qu'il faut le transformer. Parce que l'operating model en ce moment, il passe beaucoup sur les besoins actuels et avec les outils qui existent. Et donc, ça veut dire que les métiers sont en train de changer parce que, du coup, comme il a une démocratisation et un accès à l'info, et je suis dans l'industrie de l'info et de processing, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que peut-être le client va devenir autonome. Et donc, ça veut dire que mon valeur, elle se déplace. Il y a des choses que je vais pas plus avoir besoin de faire à la place du client parce qu'il va devenir autonome. Et donc, du coup, je déplace mon operating model sur ce que je continue à être une valeur sûre et pérenne pour mon client. Après, c'est, encore une fois, tu as parlé de ça dans l'échange, et on fait ça avec un produit imparfait tout le temps, et du coup, il n'est jamais bon, mais il a l'air de la mode, parce que oui, donc on fait de l'IA depuis 3 ans, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle donne. Ouais.
ou être sûr de chaque fois que tu donnes quelque chose, elle sert vraiment à quelque chose, il y a un wow effect. Ah, moi, je suis plutôt dans la deuxième. Parce que tu as un operating model court en ce moment et ça marche. Donc, chaque fois que tu fais un step change, sois sûr de ce que tu vas délivrer. Sois très sûr de ce que tu vas délivrer. Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils n'attendent pas 6 mois pour réparer. Ils veulent plutôt 6 semaines ou 6 heures. Et pas 6 mois. Et sinon, tu coupes. Et sinon, on coupe et on passe à autre chose. Quel est, s'il y a un livre que tu recommandes ou que tu offres le plus à tes proches, Ah, quel est-il? ah, cette question, je n'étais pas préparé à ça. Oui. J'aime pas trop les livres de... Je vais vous dire une chose, peut-être ça va choquer, des gourous et des gens qui savent tout et qui vont nous apprendre la vie. J'aime beaucoup, quand on parle de livres, pour moi, c'est un moment de détente. J'aime beaucoup des histoires qui nous font rêver. Et donc, en ce moment, par exemple, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Voyage, d'une prime Nobel de la littérature polonaise. Ok. Et c'est juste incroyable. Elle parle de ici Chopin existait aujourd'hui. Qu'est-ce que serait c'est une des voyages qu'elle fait, type musique, et con quoi il pouvait nous inspirer. Et donc j'aime les bouquins et donner des bouquins pour que les gens partent à faire une chose qui, encore une fois, que c'est très important, c'est l'imagination et que nous fasse transporter. Plutôt que des choses très cartésiennes et très dures. Ça, on a le quotidien. Oui. J'aime lire des romans. Tu as le nom de l'autrice? Olga. Et après, il a un nom. Elle a été prime Nobel de la littérature. Ok, on trouvera. Oui. Je vais pas te faire prononcer du polonais voilà, oui. en live après 2 heures. Oui, le nom, c'est vraiment du polonais. Hein. Ouais, voilà. Mais très bon. Il est très bon. Ok, je prends note. C'est noté. C'est noté. C'est écrit. Voyage. C'est Olga, le dernier nom. Pardon, mais je ne me rappelle pas. Je me rappelle plus. Si tu pouvais glisser un conseil au Carlos de 39 ans qui s'apprête à rejoindre ADP et à quitter le monde fascinant et passionnant de l'automobile qu'il a forgé pendant ses 39 premières années, qu'est-ce que tu lui glisserais dans le coin de l'oreille? Allez, vas-y à fond. Tu vas pas arrêter. À fond, ça veut dire à combien de kilomètres/heure tout ça? Aux limites inférieures possibles de la vitesse aperçue, et avec la différence de radar. Okay, bonne réponse. Il m'a embrouillé, très bonne réponse. Ok, on a un tout dernier rituel, Carlos. Alors, je voulais quand même faire une mini-interruption. Vas-y. Parce que j'ai un message personnel pour toi, Carlos. C'est vrai. D'un certain? Quelques mots pour Carlos. Bonjour, Carlos. Bientôt 12 ans, si je ne me trompe pas, que nous nous sommes rencontrés. Je t'avais prévenu, quand on est touché par le virus de la paye, c'est très difficile de s'en débarrasser. Bravo pour ton superbe parcours chez ADP, mon cher Carlos. Et c'est signé Philippe Claire, que j'ai eu au téléphone ce matin. Et je lui ai dit qu'on allait se voir. Il m'a dit, je t'envoie un petit texto, j'aimerais que tu passes un message à mon Carlos. cher Philippe. Oui, je Donc suis Philippe là qui aussi. était donc ton prédécesseur. Qui m'a passé la passion. La passion. Il était une personne passionnée. Pour un thème qui est la paye, t'imagines? C'est fou ça. C'est fou ça. De l'automobile à la paye. Oui, j'ai pris ce virus. Oui. Ça me fait chaud au cœur. Et Philippe qui était l'ancien président avant toi oui, d'ADP. Oui. Et du coup, pour compléter le rituel, oh là, merci donc on a bien noté que tu adorais les bouquins de développement personnel. Donc, on a... Alors, question storytelling sur le bouquin. mais ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Bah oui, c'est du foot, je crois. C'est un de mes référents de vie. Tu vois? Ok. Oui. Alors pour moi, c'était l'idée. Hein. C'est-à-dire que pour moi, le personnage, c'est... Oui. Sinon... C'est à la fois on continue. C'est à la fois un leader, mais dans le monde du football. Et pour moi, je sais que le football, c'est une grande passion pour toi. On en a bien parlé. Et pour moi, tu représentes beaucoup ce qu'est un leader. Donc le choix du livre, il était pour nous. Merci. Et Alex Ferguson, pour moi, c'est avoir le droit à l'erreur. Dans l'immédiatisme d'un leader, même dans le foot, il a beaucoup qu'en fin de 1, 2, 3, 4 défaites, ils disent c'est le temps de partir. Et ils le jettent. Alex Ferguson,
C'est après 3-4 défaites, il fait 15 ou 20 d'affilée. Et il a fait de Manchester United, déjà il a formé le meilleur joueur au monde. Donc il était très intelligent. Et il a fait de club, il a fait ses années d'or, c'était avec lui. C'était avec lui, donc un grand merci. Et ça Et ben ça s'arrose du coup, c'est pour ça que j'ai renversé le verre, j'ai mis de l'eau partout, impeccable. Et ça, on sait que... Alors, t'es tout beau, t'es en cravate pour ceux qui ne voient pas sur YouTube. Mais je crois que c'est pas que pour nous aujourd'hui, Carlos. C'est pour te donner un petit peu d'énergie. C'est le meilleur gâteau, c'est le meilleur gâteau de super. Belgique. Oui, parce que ma journée n'est pas terminée. J'ai une grande comité stratégique chez un grand client. Oui. Voilà. Donc voilà, un peu de sucre pour donner Merci. de l'énergie tout à l'heure. Et un grand merci. Merci beaucoup pour ton généreux partage, Carlos. Tu nous as fait voyager C'était un pendant ces vrai 2 plaisir heures. pour moi. On a privilège. passé un super moment, c'était chouette. Merci. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles, comme dirait Ulysse à ma place. C'est toujours ce qu'il fait à chaque fois. Et on vous retrouve pour la prochaine. C'était un bonheur. Merci encore, Carlos. Et à très vite. Ciao. Au revoir.